Lander Santoro se tenait immobile devant la vitrine cristalline de la boutique de décoration de Noël la plus exclusive de Winterbell, son reflet fantomatique se reflétant sur une fourrure noble de 12 pieds, ornée d'ornements en verre vénitien soufflés à la main. Le magasin avait fermé ses portes 3 heures plus tôt. Pourtant, il restait planté sur le trottoir enneigé, ses chaussures en cuir italien coûteuses recouvertes de poudre qu'il ne prenait pas la peine d'essuyer. Son manteau de laine était ouvert malgré une température proche de zéro, comme si le froid n'existait pas pour lui. La vitrine représentait la perfection que l'argent pouvait acheter. Des rubans argentés en cascade, des anges en porcelaine aux ailes recouvertes de feuilles d'or véritables, des bases en velours brodés de cristaux qui reflétaient la lumière des réverbères et la brisaient en éclats arc-en-ciel. Il observait cette magie artificielle avec le détachement de quelqu'un qui catalogue un inventaire plutôt que de s'émerveiller. Derrière lui, le quartier commerçant s'étendait, vide et silencieux, les vitrines des magasins plongées dans l'obscurité, à l'exception des lumières de sécurité. La veille de Noël avait renvoyé tout le monde chez soi depuis des heures, lui laissant les rues pour lui seul, et la neige qui tombait étouffait les bruits jusqu'à donner l'impression que le monde était enveloppé de coton. Lysander avait renvoyé son chauffeur à 19 heures, puis ses gardes du corps à 20 heures, préférant la solitude à la protection. La montre importée à son poignet indiquait 23h47, ce qui signifiait qu'il était là depuis près de 4 heures. Maman a dit que ça ne reviendrait pas cette année. La voix arriva sans prévenir, faible et neutre, tranchant son isolement comme des ciseaux coupent la soie. Lysander se retourna avec la précision contrôlée de quelqu'un dont les réflexes ont été aiguisés par la nécessité, découvrant une enfant d'environ 6 ans, debout à 1 mètre de lui. Elle portait un pull rose pâle qui avait connu des jours meilleurs, un jean assez bien ajusté pour suggérer un achat judicieux avec un budget limité, et des baskets ornées de personnages qu'il ne reconnaissait pas. Son nez était rose à cause du froid, ses grands yeux reflétaient la vitrine avec une intensité qui suggérait qu'elle mémorisait les détails plutôt que de simplement regarder. Le premier réflexe de Lysander fut de partir immédiatement, car les enfants représentaient des complications que sa vie ne pouvait pas supporter. Pourtant, quelque chose dans son absence totale de peur le maintint sur place. Elle ne le regardait pas avec la lassitude que les adultes affichent lorsqu'ils reconnaissent la compétence prédatrice d'un autre être humain. Au contraire, elle l'observait avec une curiosité concentrée. Le Père Noël, précisa-t-elle, interprétant apparemment son silence comme de la confusion plutôt que comme la paralysie qu'il était en réalité. Maman a dit qu'il ne reviendrait probablement pas parce qu'il est très occupé et qu'il oublie parfois les appartements de Sterling Street. Son ton ne trahissait aucune amertume, juste l'acceptation pragmatique de quelqu'un qui explique des faits évidents. Cette façon de présenter les choses créa une dissonance cognitive dans l'esprit soigneusement ordonné de Lysander, car les enfants n'étaient pas censés accepter la déception avec un tel calme philosophique. Il ouvrit la bouche pour demander où était sa mère, puis la referma, car cette question lui donnait l'impression d'accepter la responsabilité d'une situation dans laquelle il n'avait jamais accepté de s'engager. L'arbre dans la fenêtre est mon préféré, continua-t-elle, apparemment indifférente à son absence de réponse. J'aime le fait que les décorations ne soient pas toutes de la même couleur, qu'ils aient placé les dorés à côté des argentés. Elle s'approcha de la vitre, appuyant ses petites mains contre la fenêtre. À l'école, Mlle Patterson avait dit « Cela s'appelle la composition ». Lysander se surprit à regarder la décoration à travers ses yeux, y voyant un art intentionnel, alors qu'il n'y voyait que des éléments coûteux quelques instants auparavant. La disposition suivait effectivement des principes de conception sophistiqués. Chaque décoration était placée de manière à créer un flux visuel qui attirait le regard selon un motif spécifique. Il avait passé des années à apprendre à déchiffrer les motifs et les transactions commerciales, mais il avait en quelque sorte manqué la beauté délibérée qui était vendue ici. « Je m'appelle Birdie », annonça-t-elle en se retournant vers lui avec le genre de présentation directe que les adultes avaient oublié de faire. « Mon vrai nom est Bridget Eleanor Rose, mais c'est trop long pour une seule personne, alors tout le monde m'appelle Birdie. » Elle attendait avec impatience, anticipant clairement une présentation réciproque. Lysander s'entendit-il dire, puis regretta immédiatement cette réponse automatique, car les noms créaient des liens, et les liens créaient de la vulnérabilité. Il aurait dû mentir, lui donner un pseudonyme générique qui s'effacerait de sa mémoire dès que cette étrange rencontre prendrait fin. Au lieu de cela,
Il avait révélé sa véritable identité à une enfant de 6 ans qui n'avait aucune notion des structures de pouvoir. Tu ne devrais pas être seul ici, ajouta-t-il, essayant de réaffirmer une certaine forme d'autorité adulte dans une situation qui lui semblait de plus en plus hors de contrôle. Ces mots sortirent moins autoritaires qu'il ne l'aurait voulu, plus inquiet que ne le devrait quelqu'un de sa position. Birdie lui sourit comme s'il avait dit quelque chose d'amusant plutôt que de sensé. « Je ne suis pas seul, je suis avec toi », répondit Birdie avec la logique imparable de l'enfance, en faisant un geste entre eux deux, comme si sa présence constituait une surveillance suffisante. Et puis, l'immeuble de maman est juste là. Elle désigna de l'autre côté de la rue un entrepôt reconverti en appartement. Une lumière chaude brillait à plusieurs fenêtres, dont une au 3e étage, où l'on pouvait voir un petit sapin décoré. Cette explication transformait la situation d'une enfant en danger à une enfant surveillée, ce qui aurait dû soulager Lysander. Mais au contraire, cela créait un nouveau malaise, car cela signifiait que quelqu'un observait cette interaction. Il jeta un coup d'œil à la fenêtre éclairée, imaginant une mère suivant les mouvements de sa fille, tout en se préparant pour son travail de nuit, qui l'obligeait à laisser une enfant de 6 ans seule la veille de Noël. L'ange au sommet est en porcelaine véritable. Birdie poursuivit son récit, apparemment satisfaite d'avoir un public silencieux pour ses observations. J'ai fait des recherches sur l'ordinateur de la bibliothèque parce que je voulais savoir pourquoi certaines décorations coûtaient si cher. Elle traça le contour de l'ange sur la vitre avec un doigt. La porcelaine est une argile spéciale qui est cuite dans des fours très chauds. Sa mention désinvolte de ses recherches à la bibliothèque pour comprendre les produits de luxe crée l'image d'une intelligence appliquée à des circonstances qui ne pouvaient offrir à cet esprit ce qu'il méritait. Lysander reconnut cette soif de connaissance et se souvint de ses propres questions d'enfant sur le fonctionnement des choses et leur raison d'être. La différence était que ces questions avaient trouvé réponse auprès de tuteurs privés dans des bibliothèques climatisées et non sur des ordinateurs publics. « Avez-vous un sapin ?» demanda Birdie, passant de son exposé sur la fabrication de la porcelaine à une question directe avec la transition naturelle propre aux enfants. La question eut un poids inattendu, car la réponse honnête était non. Son penthouse ne contenait aucune décoration saisonnière. Noël était une fête célébrée par d'autres personnes. Des familles, pas des hommes solitaires qui avaient délibérément exclu tout sentiment de leur existence. « J'ai un sapin », se surprit à dire Lysander, le mensonge émergent avant que sa conscience ne puisse l'en empêcher. Mais il n'est pas encore décoré. Le mensonge prit de l'ampleur, créant des scénarios fictifs que sa vie réelle n'avait jamais connus. Je n'ai pas encore décidé des couleurs. Les yeux de Bird s'écarquillèrent, son expression suggérant qu'il venait d'avouer une négligence criminelle plutôt qu'une simple procrastination. Il faut décorer avant Noël. Elle l'informa avec la certitude absolue de quelqu'un qui explique les lois universelles à un profane. Sinon, ce n'est qu'un sapin à l'intérieur d'une maison, ce qui n'a aucun sens. Son raisonnement était imparable. Son ton était patient, même si elle avait affaire à quelqu'un qui manquait clairement de connaissances de base. Mademoiselle Patterson dit que la décoration est la partie importante, car c'est là que vous mettez votre personnalité sur l'arbre. Lysander avait négocié des contrats de plusieurs millions de dollars avec des hommes qui avaient tué pour moins que ce qui était en jeu, mais il se trouvait incapable de contrer le raisonnement d'une enfant de 6 ans sur les protocoles de décoration des sapins de Noël. L'absurdité de la situation aurait dû le pousser à mettre fin à cette interaction, à s'éloigner, à retourner à son isolement soigneusement contrôlé. Au lieu de cela, il s'entendit demander quelle couleur elle recommanderait, comme si son opinion avait du poids dans des décisions qu'il ne prendrait jamais. « Pas une seule couleur », répondit immédiatement Birdie, avec l'assurance de quelqu'un qui avait longuement réfléchi à la question. « C'est ennuyeux et cela donne l'impression que le sapin porte un uniforme au lieu de faire la fête. » Elle fit un geste vers la vitrine de la boutique où l'arbre exposé présentait exactement le type de palette mixte qu'elle préconisait. « Vous voulez qu'il ait l'air joyeux, pas assorti. » La distinction entre joyeux et assorti représentait une philosophie de conception que Lysander n'avait jamais rencontrée dans son monde d'esthétique coordonnée et de décorateurs professionnels qui travaillaient à l'heure. Tout dans sa vie était assorti, de ses costumes sur mesure à l'ameublement de son penthouse, créant des environnements qui projetaient une image de puissance grâce à une sélection minutieuse.
L'idée que le bonheur puisse nécessiter une discordance intentionnelle remettait en question des hypothèses qu'il ne savait pas avoir formulées. Je pourrais vous aider, proposa Birdie. La suggestion émergea avec le naturel de quelqu'un qui propose de partager un parapluie plutôt que de se porter volontaire pour entrer dans la maison d'un inconnu. Je suis très doué pour la décoration parce que je fais attention à la composition et à la théorie des couleurs. Elle dit cela sans arrogance, énonçant simplement des faits sur ses capacités. Maman dit que j'ai l'œil pour rendre les choses belles, même quand nous n'avons pas les moyens d'acheter des objets de luxe. Cette proposition créa immédiatement des complications, car l'accepter signifiait laisser cet enfant et, vraisemblablement, sa mère entrer dans son espace privé, franchissant ainsi les limites qu'il avait maintenues pendant 15 ans. Le penthouse d'Elzander était une forteresse contre toute relation, conçue spécifiquement pour empêcher le genre d'intimité qui conduisait à la vulnérabilité. Pourtant, quelque chose dans son offre sincère, son désir authentique d'aider quelqu'un qui avait clairement besoin d'aide pour acquérir des compétences de base, comme la décoration d'un sapin, rendait le refus cruel plutôt que raisonnable. Ta mère devra donner son accord, dit-il, reconnaissant, alors même qu'il parlait, qu'il négociait les conditions plutôt que de refuser catégoriquement. Et cela devra se faire à un moment qui convienne à son emploi du temps. Les aspects pratiques créaient une distance par rapport aux implications émotionnelles de ce qu'il proposait réellement, à savoir permettre à des étrangers d'accéder au vide soigneusement construit qu'il appelait son foyer. Maman travaille le soir chez Giovanni, précisa Birdie, citant un restaurant que Lysander connaissait de réputation comme un endroit où le personnel de service travaillait 2 fois plus pour des pourboires qui couvraient à peine le loyer. Elle travaille du mardi au samedi, de 18 h à 2 h du matin. La façon désinvolte dont elle donnait cette information révélait une enfant qui comprenait l'emploi du temps de sa mère avec une précision née de la nécessité. Nous pourrions donc le faire dimanche ou lundi, si vous voulez. Lysander calcula les implications de ce calendrier et se rendit compte que Noël serait terminé dimanche, rendant tout cet exercice inutile, sauf comme excuse pour rester en contact avec des personnes qu'il n'avait aucune raison logique de revoir. La partie rationnelle de son esprit, qu'il avait maintenue en vie dans des circonstances dangereuses, lui criait des avertissements sur les implications émotionnelles. L'autre partie, celle qu'il avait réussi à réprimer pendant plus de 10 ans, lui murmurait que peut-être cette connexion sans but était exactement ce qui manquait à sa vie. Lundi, s'entendit-il dire, s'engageant dans une future interaction avant de pouvoir reconsidérer la question. Si votre mère est d'accord, il fouilla dans la poche de son manteau, en sortit l'une des cartes de visite qu'il réservait normalement à ses contacts professionnels légitimes et la tendit à Birdie. La carte indiquait le nom de sa société d'importation, un numéro de téléphone qui renvoyait à sa ligne personnelle, rien qui ne révélait l'étendue des activités de sa famille. Birdie accepta la carte à 2 mains, l'étudiant avec la même attention qu'elle avait portée à la vitrine. Lander Santoro, Import Acquisitions. Elle lut à haute voix, prononçant les mots les plus longs avec une attention particulière. C'est un titre sophistiqué. Elle le regarda avec un regain d'intérêt. Vous importez des décorations de Noël? C'est pour ça que vous connaissez les anges en porcelaine? La question démontrait des capacités de raisonnement qui lui seraient utiles si la vie lui donnait l'occasion de les développer, ce qui semblait peu probable compte tenu de sa situation actuelle. Elzander eut envie de répondre honnêtement pour lui expliquer que l'entreprise d'importation de sa famille s'occupait principalement de produits de luxe en provenance d'Europe, y compris les décorations qu'elle admirait. Au lieu de cela, il se contenta d'acquiescer, lui permettant de conserver ses suppositions qui le faisaient paraître moins dangereux qu'il ne l'était en réalité. « Je devrais y retourner maintenant », annonça Birdie en jetant un coup d'œil vers son immeuble, où la fenêtre du 3e étage brillait encore d'une lumière chaleureuse. « Maman va bientôt partir au travail et elle aime que je lui fasse signe de la fenêtre. » Elle glissa soigneusement sa carte de visite dans la poche de son jean. « Je lui montrerai ta carte et lui dirai que tu l'as aidé à décorer son sapin. » Avant que Lysander n'ait pu formuler une réponse, elle s'avança et enroula ses bras autour de sa taille dans une brève étreinte qui dura peut-être 3 secondes, mais qui lui donna l'impression de bouleverser quelque chose de fondamental dans sa poitrine. Ce geste n'avait aucune arrière-pensée, aucune manipulation, juste l'impulsion pure de quelqu'un qui avait décidé qu'il méritait un câlin. Puis elle le relâcha et traversa la rue,
se retournant une fois pour lui faire signe avant de disparaître dans l'entrée de l'immeuble. Lander resta figé après cette étreinte inattendue. Son manteau coûteux conservait encore la chaleur des petits bras qui avaient enlacé son torse. Il ne se souvenait pas de la dernière fois où quelqu'un l'avait touché avec affection, plutôt qu'avec calcul, avait initié un contact physique qui ne cherchait rien d'autre qu'une brève connexion. La sensation persistait, comme la preuve de quelque chose qu'il avait perdu sans s'en rendre compte. La fenêtre du troisième étage attira son attention, et il regarda Birdie apparaître quelques instants plus tard, pressant son visage contre la vitre et agitant les deux mains. Derrière elle, une silhouette apparut. Une femme aux cheveux blonds tirée en arrière en une queue de cheval pratique. Elle posa une main sur l'épaule de Birdie, puis regarda vers la rue où la Xander se tenait toujours. Même à cette distance, il pouvait lire la surprise dans son attitude. Lysander leva une main en signe de reconnaissance, un geste qui semblait absurdement formel vu les circonstances, mais c'était tout ce que sa mémoire musculaire savait produire. La femme lui rendit son salut avec une hésitation visible, puis éloigna doucement Birdie de la fenêtre. Le petit sapin dans leur appartement sembla briller plus fort pendant un instant, ou peut-être était-ce simplement le contraste avec l'obscurité environnante. Xander resta sur le trottoir après que Birdie eut disparu de la fenêtre, son esprit analysant une interaction qui avait violé tous les protocoles qu'il suivait habituellement dans sa vie. Il aurait dû partir immédiatement, appeler son chauffeur, retourner à son appartement terrasse et oublier cette étrange rencontre. Au lieu de cela, il se surprit à étudier l'immeuble d'en face, remarquant des détails qu'il n'avait jamais pris la peine d'observer, bien qu'il soit passé devant cet endroit d'innombrables fois. La structure avait été convertie à partir de ses origines industrielles avec un investissement minimal. Des fenêtres avaient été ajoutées là où se trouvaient autrefois des portes de chargement. Des escaliers de secours étaient boulonnés à des briques qui montraient des décennies de dommages causés par les intempéries. La moitié des appartements étaient éclairés, ce qui suggérait un taux d'occupation reflétant soit des loyers abordables, soit des normes peu élevées. C'était le genre de bâtiment que la société immobilière de sa famille aurait acquis et démoli pour le remplacer par des appartements de luxe générant de meilleurs rendements. Un mouvement à l'entrée du bâtiment détourna son attention de son analyse architecturale et il regarda la femme à la fenêtre sortir, vêtue d'un manteau jeté à la hâte sur ce qui semblait être un uniforme de restaurant. Elle traversa la rue d'un pas décidé pour venir vers lui, son langage corporel traduisant à la fois détermination et appréhension. Ce devait être la mère de Birdie, venue affronter l'inconnu à qui sa fille parlait depuis 20 minutes. Lander se prépara à affronter une colère justifiée, prépara des explications qui ne sembleraient pas agressives, calcula ce que son équipe de sécurité dirait de cette situation extrêmement stupide qu'il avait laissé se développer. La femme s'arrêta à 2 mètres de lui, gardant une distance prudente qui démontrait sa conscience du risque que représentaient les hommes inconnus. De près, elle semblait plus jeune qu'il ne l'avait imaginé, probablement pas encore trentenaire, avec des traits qui auraient été saisissants si la fatigue ne s'était pas installée dans chaque ride. « Je m'appelle Everly », dit-elle d'une voix empreinte d'une tension contrôlée, propre à ceux qui doivent faire preuve de diplomatie dans des situations qui suscitent la peur, la mère de Bird. Elle ne tendit pas la main, gardant les bras croisés sur sa poitrine dans une posture protectrice inconsciente. Elle m'a dit que vous aviez été gentil avec elle, que vous aviez parlé des décorations de la fenêtre. Cette déclaration resta en suspens entre eux, ni accusation ni acceptation. C'est elle qui m'a abordé, répondit Lysander, conscient que cette distinction avait son importance, même si elle ne l'absolvait en rien. Je n'ai pas cherché à interagir avec votre fille. La formulation formelle donnait l'impression qu'il témoignait plutôt qu'il n'expliquait. Son mode de fonctionnement habituel fut soumis à un examen minutieux. Elle voulait regarder les décorations de Noël. L'expression de M. Everly changea trop rapidement pour qu'il puisse la classer, pour finalement s'arrêter sur quelque chose qui ressemblait davantage à une compréhension résignée qu'à un soulagement. Elle fait ça, dit-elle, à une partie de la tension quittant ses épaules. Elle parle aux gens comme s'ils étaient déjà des amis. J'ai essayé de lui apprendre à se méfier des inconnus, mais elle pense que tout le monde est fondamentalement bon, jusqu'à preuve du contraire. Cette confession traduisait à la fois de la fierté et de l'inquiétude. Elle vous a donné sa carte de visite, poursuivit Everly en sortant le petit rectangle de sa poche et en l'examinant avec une expression que Lysander ne parvenait pas tout à fait à déchiffrer.
Elle a dit, vous avez un sapin à décorer et vous aurez peut-être besoin d'aide. Elle le regarda directement pour la première fois. Ses yeux verts cherchaient dans son visage des informations que ses traits avaient été entraînés à ne pas révéler. Était-ce vraiment vrai? Ou avait-elle mal interprété la situation? La question lui offrait une échappatoire, un moyen facile de rejeter toute cette interaction comme un malentendu enfantin et de s'éloigner de ce que cela était en train de devenir. Lander ouvrit la bouche pour saisir cette occasion, pour se désengager poliment et retourner à son isolement habituel. Au lieu de cela, il s'entendit confirmer l'histoire. J'ai effectivement un sapin et elle a raison, il a besoin d'être décoré. Les mensonges devenaient plus faciles, s'enchaînant les uns aux autres. Monsieur Santoro, commença Everly, son nom sonnant étrangement dans sa voix, comme si elle testait le poids de syllabes qu'elle n'avait jamais pensé prononcer. J'apprécie que vous ayez été gentil avec Birdie, mais je ne peux pas la laisser déranger des inconnus en leur proposant de venir décorer leur maison. Elle dit cela avec la douce fermeté de quelqu'un qui impose des limites tout en sachant que cela décevrait son enfant. Quelle que soit sa proposition, je dois la refuser en son nom. Et si c'était moi qui le proposais? Demanda Elzender, se surprenant lui-même plus qu'elle avec cette question. Il vit ses yeux s'écarquiller légèrement. La vie recalculer la situation dans laquelle elle se trouvait réellement. Elle a clairement un talent pour le design, elle a mentionné la théorie des couleurs et la composition. Je pourrais mettre à profit cette expertise. La justification lui semblait creuse, même à lui, mais il continua quand même. Everly l'étudia avec le genre d'évaluation que les gens développent lorsqu'ils ont appris à reconnaître les problèmes avant qu'ils ne surviennent, lorsque la survie dépend de la capacité à lire correctement les situations. Elzender resta immobile sous ce regard scrutateur, qu'elle cherche les indices qui l'aideraient à prendre cette décision. Il savait ce qu'elle voyait. Des vêtements coûteux, une posture contrôlée, le genre d'élégance qui vient des privilèges. Ce qu'elle ne pouvait pas voir, c'était si ces indices étaient un synonyme de sécurité ou de menace. « Je travaille de la nuit », dit-elle finalement. Cette déclaration semblait provenir d'un calcul interne qu'il ne pouvait pas suivre, ce qui signifie que Birdie serait endormie pendant toute la durée de ma visite. Elle marqua une pause, choisissant soigneusement ses mots. « Je ne peux pas amener ma fille chez un inconnu sans être présente. Je suis sûr que vous comprenez. » Le ton apologétique ne parvenait pas à masquer la fermeté absolue de cette limite. « Et si je vous engageais pour l'amener ?» demanda Lysander, la solution semblant tout à fait naturelle, comme si son esprit avait travaillé sur ce problème sans qu'il en ait conscience. En tant que consultant en décoration d'intérieur, tarif horaire standard, arrangement professionnel, il improvisait au fur et à mesure, appliquant des cadres commerciaux à une situation qui n'avait rien à voir avec le commerce. L'offre resta en suspens entre eux. Pendant qu'Everly réfléchissait aux implications, Lysander commençait seulement à se rendre compte de ce qu'il proposait. Il proposait en substance de payer cette femme pour passer du temps chez lui avec sa fille, ce qui pouvait être interprété comme étonnamment éthique ou profondément suspect, selon le point de vue. Son visage montrait qu'elle envisageait les deux scénarios, pesant le risque par rapport à ce que son argent pourrait lui apporter. Pourquoi? Ce simple mot avait plus de poids que des questions élaborées, exigeait une vérité qu'il n'était pas tout à fait sûr de pouvoir fournir. Les yeux d'Everly n'avaient pas quitté son visage. Nous lisons des micro-expressions que son contrôle empêchait habituellement. Pourquoi voudriez-vous qu'une enfant de 6 ans et sa mère viennent décorer un sapin chez vous? Que se passe-t-il réellement ici? Lander n'avait pas de réponse qui ait du sens, même pour lui-même. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi une rencontre fortuite devant un magasin fermé avait pénétré les défenses qu'il avait passé 15 ans à renforcer. La réponse honnête était que l'étreinte de Bird lui avait rappelé qu'il était encore capable de ressentir autre chose que le calcul froid qui était devenu son état par défaut. Mais le dire à voix haute révélerait sa vulnérabilité à quelqu'un qui avait toutes les raisons de le considérer comme une menace plutôt que comme une opportunité. « Je suis seul depuis longtemps », dit-il à la place, offrant une vérité partielle, car une honnêteté totale lui semblait trop dangereuse. Parfois, cela vous fait oublier à quoi ressemble une interaction normale. Il fit un geste vers le bâtiment d'où elle était sortie. « Votre fil m'a rappelé quelque chose que j'avais perdu. J'aimerais ne pas le perdre à nouveau aussi rapidement. » L'expression d'Everly passa par plusieurs calculs avant de se fixer sur une considération prudente. Sa posture restait prudente,
Mais elle n'était plus aussi défensive. Elle resserra son manteau, même si ce geste ne protégeait pas du froid, qui venait davantage de l'incertitude que de la température. Un arrangement professionnel, répéta-t-elle, testant les mots comme quelqu'un qui vérifie si l'ICE tiendrait le coup avec des limites claires et des horaires précis. Lundi après-midi, confirma Lysander, reconnaissant la négociation lorsqu'il l'entendit et sachant qu'en laisser l'autre partie fixer les conditions. 2 heures, rémunérées au tarif que vous jugerez approprié pour une consultation en design. Il garda une voix neutre, professionnelle, éliminant toute inflexion qui pourrait suggérer qu'il s'agissait d'autre chose qu'une transaction standard. Mon penthouse se trouve dans l'immeuble Ashford, sur Merchant Street. L'adresse eut un impact visible, car tout le monde dans la ville connaissait l'Ashford et savait que ses résidences coûtaient plus cher que ce que la plupart des gens pouvaient gagner en 10 ans. Les yeux d'Everly s'écarquillèrent légèrement avant qu'elle ne contrôle sa réaction. Mais Lysander avait déjà remarqué le changement qui s'opérait derrière son expression. Il venait de se révéler comme quelqu'un évoluant dans une sphère financière tellement supérieure à la sienne que les règles sociales normales ne s'appliquaient peut-être pas. « Je dois me mettre au travail », dit Everly en jetant un coup d'œil à la montre fine à son poignet, qui avait connu des jours meilleurs. Giovanni n'accepte pas les retards, même la veille de Noël. Elle sortit un stylo de la poche de son manteau, écrivit un numéro de téléphone au dos de sa carte de visite et la lui rendit. « Envoyez-moi l'adresse et le numéro d'appartement par SMS. Je vous ferai savoir dimanche si nous venons. » Le fait qu'elle n'ait pas donné son accord immédiatement démontrait une sagesse que Lysander respectait et montrait qu'elle comprenait que prendre le temps de réfléchir avant de prendre une décision évitait les erreurs que le désespoir pouvait causer. Elle protégeait sa fille en prenant le temps de se renseigner sur lui, de vérifier que l'adresse d'Ashford était réelle, et peut-être de se renseigner pour savoir si Lysander Santoro était quelqu'un de confiance. Il accepta ces conditions sans discuter. Birdie mentionna que le Père Noël avait encore oublié Sterling Street. Lysander fit cette remarque avant même d'avoir consciemment décidé de parler. Cela arrive-t-il souvent? La question s'aventurait dans un domaine que leur accord professionnel ne couvrait pas, mais quelque chose dans la façon désinvolte dont Birdie avait accepté cette déception le dérangeait plus qu'il ne voulait l'admettre. Le visage d'Everly se ferma immédiatement, la fierté remplaçant l'ouverture prudente qui s'était développée. « Nous nous en sommes bien sortis, dit-elle, chaque mot étant sec et défensif. Birdie comprend que Noël n'est pas une question de cadeaux, que certaines années sont plus difficiles que d'autres. Cette déclaration le mettait au défi de les prendre en pitié, de faire de cette transaction une œuvre de charité plutôt que l'accord commercial qu'elle était prête à envisager. « Je ne suggérais pas le contraire, répondit Lander, conscient d'avoir mis les pieds dans un domaine sensible qui exigeait une grande prudence. Je constatais simplement qu'elle semblait remarquablement bien s'adapter pour quelqu'un qui devait faire face à une déception. » Il marqua une pause, puis ajouta « Vous avez clairement fait un excellent travail en l'élevant. » Le compliment était sincère, ce qui le rendait étrange à ses propres oreilles. L'expression d'Everly s'adoucit légèrement, le compliment ayant eu un effet que son argent n'aurait jamais pu avoir, car il reconnaissait ses efforts plutôt que sa situation. « C'est une bonne fille, dit Everly, et pour la première fois, sa voix était chaleureuse plutôt que lasse. Elle est intelligente, curieuse. Elle voit la beauté dans des choses que la plupart des gens ignorent. Et elle jeta un coup d'œil vers son immeuble, où la fenêtre du 3e étage était encore éclairée. J'essaie de faire en sorte que le monde ne détruise pas cela. La férocité protectrice de cette déclaration faisait écho à quelque chose que Lysander reconnaissait dans sa propre famille, bien que dans un contexte complètement différent. Son grand-père avait été tout aussi protecteur, mais ses méthodes consistaient à éliminer les menaces plutôt qu'à simplement protéger ses proches. L'impulsion était la même si l'exécution différait. « Elle a de la chance de t'avoir, » dit-il sincèrement. Everly l'étudia longuement et Lysander eut la sensation désagréable d'être vraiment vu plutôt que simplement observé. « Lundi à 14h, dit-elle enfin, prenant sa décision sur le moment plutôt que d'attendre dimanche. 2 heures, $200. Elle fixa un tarif à la fois trop bas par rapport à ce qu'elle risquait réellement et probablement supérieur à ce qu'elle gagnait en une journée complète chez Giovanni. 300, répliqua Lander, voyant ses yeux s'écarquiller devant son expertise et la gêne occasionnée par le fait de travailler pendant son jour de congé.
Il dit cela comme si les 100 $ supplémentaires constituaient une compensation équitable, plutôt que parce que 200 $ lui semblaient insultants, compte tenu de ce qu'il avait dépensé pour le dîner sans y penser. De plus, je vais organiser un service de voiture pour le transport, car je suppose que vous ne possédez pas de véhicule. Cette supposition fut confirmée par la légère rougeur qui envahit ses joues. Elle était à la fois gênée que sa situation ait été si bien devinée et soulagée de ne pas l'avoir à prendre les transports en commun. D'accord, acquiesça-t-elle, comme si elle acceptait plus que de l'argent. Mais je me réserve le droit de partir immédiatement si quelque chose me semble inapproprié. Cette limite était non négociable. Son ton le montrait clairement. Compris, répondit Lysander, respectant la limite qu'elle avait fixée, même s'il se demandait quelles expériences l'avaient amené à la fixer aussi fermement. Je t'enverrai les détails par SMS ce soir. Il jeta un coup d'œil vers Giovanni's, visible à 3 pâtés de maison, où les lumières de Noël brillaient encore malgré l'heure tardive. Tu devrais y aller. Je t'ai déjà fait perdre plus de temps que prévu. Everly acquiesça, fit 2 pas vers le restaurant, puis se retourna. Merci, dit-elle, et sa gratitude comportait plusieurs niveaux qu'il ne pouvait pas entièrement déchiffrer. Merci d'avoir été gentil avec Birdie. Merci de ne pas avoir été ce que je craignais que tu sois quand je l'ai vu te parler. Cette confession lui coûtait quelque chose, une vulnérabilité qu'elle ne partageait manifestement pas facilement. J'ai une sœur, s'entendit dire Lysander, offrant une information qu'il n'avait jamais partagée avec personne en dehors de son cercle immédiat. J'avais. Elle devait avoir à peu près l'âge de Bird lorsqu'elle est décédée. Les mots sortirent sans qu'il le veuille, poussés par quelque chose dans l'expression d'Everly. Elle aussi parlait aux étrangers. Oh, elle voyait le monde de la même manière que votre fille. Cette révélation resta suspendue entre eux, expliquant quelque chose de sa réaction envers Birdie que Lysander n'avait pas tout à fait compris lui-même avant de le dire à voix haute. Le visage d'Everly passa par la surprise, la sympathie, la compréhension, pour finir par une expression complexe qui reconnaissait une perte commune sans prétendre la comparer. « Je suis désolé, dit-elle simplement, ses mots ayant du poids car elle les pensait clairement. « Lundi à 14h01, répéta Lysander, changeant de sujet avant que l'émotion ne complique ce qui devait rester une simple transaction. « J'enverrai la voiture à 13h30. » Il recula, créant une distance physique qui correspondait à la frontière émotionnelle qu'il était en train de reconstruire. Everly soutint son regard un instant, puis se retourna et se dirigea vers Giovanni's sans se retourner. Lander la regarda jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans le restaurant, puis sortit enfin son téléphone pour appeler son chauffeur. L'écran affichait 12 messages de son chef de la sécurité, de plus en plus inquiet de son emplacement et de son absence prolongée. Il les ignora tous et ouvrit à la place un nouveau message à l'adresse qu'Everly avait écrite sur sa carte. Il mit plus de temps à rédiger ce message qu'il n'en avait jamais mis pour rédiger un message professionnel. Il pesa chaque mot, réfléchissant à ses implications et à ses interprétations possibles. Finalement, il se contenta de simples faits. L'adresse de Lashford, le numéro de son appartement, la confirmation qu'une voiture arriverait à 13h30 le lundi après-midi. Il ajouta une dernière ligne indiquant qu'il se réjouissait de bénéficier de l'expertise de Bird en matière de design, puis la supprima, la jugeant trop personnelle, avant de la rajouter, car la version impersonnelle lui semblait incorrecte. Le matin de Noël arriva dans un silence si complet qu'il semblait artificiel. La ville était enveloppée d'un calme collectif qui ne se produisait qu'une fois par an. Xander se tenait à la fenêtre de son penthouse, regardant les rues vides en contrebas. Derrière lui, une tasse de café intacte refroidissait sur le comptoir en marbre. Il n'avait pas pu fermer l'œil depuis son retour à la maison, son esprit repassant avec précision des fragments de conversation, comme il le faisait habituellement pour les négociations contractuelles. L'étreinte de l'enfant de 6 ans et les yeux verts prudents de la mère tournaient sans cesse dans ses pensées. La carte de visite avec le numéro de téléphone d'Everly était posée sur son bureau, où il l'avait placée dès son entrée dans le penthouse, le petit rectangle ayant un poids disproportionné par rapport à sa présence physique. Il l'avait prise 19 fois depuis la nuit dernière, avait ouvert son téléphone pour rédiger des SMS qu'il ne parvenait pas à formuler, puis avait tout reposé sans rien envoyer. Cette paralysie était étrangère à quelqu'un dont l'existence professionnelle consistait à prendre des décisions sans hésitation. Pourtant, il se trouvait là, incapable d'envoyer un simple message de confirmation
concernant le rendez-vous de lundi. La fourrure Douglas dominait son salon comme une accusation. 3 à 6 mètres de conifères non décorés représentant des engagements pris envers des inconnus sur la base d'une connexion momentanée sans fondement. Lysander s'approcha lentement de l'arbre, passant sa main sur les branches qui libéraient dans l'air une odeur de pin intense, habituellement parfumée par des bougies coûteuses. Cet arbre était réel, contrairement à tout le reste de son environnement soigneusement aménagé. Il était la preuve vivante qu'il avait laissé la spontanéité prendre le pas sur 15 ans de contrôle minutieux. Son téléphone vibra, signalant l'arrivée d'un SMS de sa mère, le message de vœux annuel qui arrivait avec une précision mécanique à 9 heures chaque 25 décembre. Le message ne contenait aucune chaleur, juste une reconnaissance formelle de la fête et un rappel du dîner de famille prévu la semaine suivante. Lysander fixa le texte, comparant son efficacité froide au bavardage enthousiaste de Bird sur les décorations de Noël et la théorie de la composition. La distance entre ces deux mondes semblait infranchissable. Marcus appela 2 fois avant le midi, soi-disant pour parler des affaires de fin d'année, mais en réalité pour vérifier le comportement inhabituel de Lysander la veille au soir. L'instinct du chef de la sécurité était suffisamment affûté pour reconnaître quand le comportement de son employeur changeait d'une manière suggérant soit une menace, soit une opportunité. Lander laissa les 2 appels aller sur la messagerie vocale, incapable d'expliquer ce qui se passait, alors qu'il le comprenait à peine lui-même. Il lui semblait impossible d'expliquer qu'une conversation innocente d'enfant avait créé des failles dans son isolement soigneusement construit. De l'autre côté de la ville, Everly rentra chez elle après son service chez Giovanni à 3 heures du matin, les pieds endoloris et son uniforme imprégné de l'odeur de graisse et de désespoir qui imprègne le travail de nuit dans un restaurant. Elle alla d'abord voir Birdie et trouva sa fille étendue sur leur lit étroit, avec le confort abandonné que seuls les enfants peuvent atteindre dans leur sommeil. Un bras pendait du matelas, serrant un lapin en peluche usé qui était son compagnon fidèle depuis l'âge de 2 ans. La carte de visite que Lander avait donnée à Birdie était posée sur la table de la cuisine, où Everly l'avait placée après que sa fille la lui eût montrée avec enthousiasme. Le papier cartonné coûteux semblait déplacé dans cet espace rempli de meubles d'occasion et d'appareils électroménagers qui fonctionnaient grâce à la détermination plutôt qu'à leur fonctionnalité réelle. Elle la prit et examina les lettres en relief qui coûtaient probablement plus cher que son budget hebdomadaire pour les courses. Lysander Santorum Port Acquisition proclamait la carte avec une élégance discrète. Elle ouvrit son ordinateur portable, une machine vieille de 7 ans qui mettait comme d'habitude 2 minutes à sortir du mode veille pendant qu'elle préparait du thé dans une tasse dont l'anse était ébréchée. La barre de recherche lui semblait à la fois inoffensive et dangereuse, un portail vers des informations qui pourraient confirmer ses pires craintes au sujet de l'inconnu bien habillé avec lequel sa fille s'était liée d'amitié. Ses doigts planèrent au-dessus du clavier, se demandant si l'ignorance n'était pas plus sûre que la connaissance. Puis elle tapa son nom avec une détermination résignée, fruit d'années passées à affronter des vérités inconfortables. Les résultats de la recherche s'affichèrent avec une abondance accablante. Page après page, des photos mondaines et des articles économiques brossinent le portrait d'une richesse opérant dans des sphères si éloignées de sa réalité qu'elles auraient tout aussi bien pu exister sur d'autres planètes. Lysander Santoro assistait à des galas de charité vêtus de smokings qui coûtaient plus cher que son loyer annuel. Debout aux côtés de personnes dont elle reconnaissait les noms grâce aux reportages sur les scandales politiques. Les photos montraient un homme à l'expression maîtrisée, gardant une distance prudente avec tout le monde autour de lui. Rien à voir avec la personne incertaine qui se tenait dans la neige en parlant à Birdie. Plus bas dans les résultats de recherche, les articles devenaient plus inquiétants. Les mentions de l'entreprise d'importation de sa famille étaient abordées avec des mots prudents, suggérant des complications juridiques auxquelles personne ne voulait répondre directement. Il était fait référence à la génération de son grand-père, qui avait bâti un empire grâce à des relations antérieures à la surveillance moderne, des allusions à des structures de pouvoir opérant en dehors des cadres conventionnels. Everly sentit son estomac se nouer en lisant entre les lignes soigneusement formulées. Elle comprit alors qu'elle avait accepté d'emmener sa fille chez quelqu'un dont l'histoire familiale comportait exactement le genre de danger dont elle avait passé des années à protéger Birdie. Elle devait annuler, envoyer un SMS poli pour décliner son offre et retourner à leur vie sûre et prévisible,
faite de difficultés financières et d'isolement émotionnel. La partie rationnelle de son cerveau, qui leur avait permis de survivre dans des circonstances impossibles, lui criait cette conclusion évidente, énumérant toutes les façons dont cette situation pouvait tourner au désastre. Pourtant, quelque chose l'empêchait de prendre son téléphone. Un instinct lui disait que l'homme sur ses photos n'était pas tout à fait la même personne qui avait admis se sentir seul. La vulnérabilité dans sa voix lorsqu'il avait mentionné sa sœur semblait authentique, d'une manière que des photos mises en scène ne pourraient jamais être. Le samedi matin, Bird posa sans relâche des questions sur la visite prévue le lundi. Son enthousiasme ne tenait pas compte du fait que sa mère n'avait dormi que 3 heures. Elle voulait savoir quel type d'arbre Lysander avait, quelle couleur il devait recommander, si son appartement était aussi chic que les immeubles qu'elle avait vus dans les films. Everly répondit avec la patience née de 6 années de curiosité constante, même si son propre inquiétude concernant cet arrangement grandissait à chaque question innocente. Lysander passa le samedi dans son bureau à domicile, essayant de se concentrer sur les rapports financiers de fin d'année qui nécessitaient son attention avant le nouvel an. Les chiffres se confondaient, sa capacité habituelle à trouver des tendances dans les données était complètement absente, tandis que son esprit vagabondait vers la conversation qu'il devait encore entamer. Il rédigea 17 SMS différents à Everly, chaque version étant soit trop formelle, soit trop décontractée, soit trop présomptueuse, soit trop distante. La difficulté de trouver le ton approprié pour quelqu'un qui se trouvait dans cet espace inconfortable entre l'inconnu et quelque chose de plus semblait insurmontable. Finalement, le dimanche après-midi arriva avec le poids d'une échéance qu'il ne pouvait plus éviter, forçant Lysander à rédiger le message qui le paralysait depuis 2 jours. Il se contenta de simples faits. L'adresse de Lashford, son numéro d'appartement, la confirmation que le service de voiture arriverait à 13h30 le lundi après-midi. Le message semblait insuffisant compte tenu de l'importance de ce qu'il demandait, mais tout message plus élaboré risquait de révéler l'anxiété qui bouillonnait sous son apparence contrôlée. Il appuya sur « Envoyer » avant de pouvoir reconsidérer sa décision, puis se demanda immédiatement s'il aurait dû ajouter quelque chose de plus chaleureux. Le téléphone d'Everly vibra à l'arrivée du SMS alors qu'elle pliait le linge. La notification fit monter son rythme cardiaque d'une manière qui semblait disproportionnée pour un simple message. Elle s'obligea à finir de plier 3 chemises avant de vérifier, créant un délai artificiel qui ne fit rien pour calmer l'anticipation nerveuse qui montait dans sa poitrine. L'adresse confirmait tout ce que ses recherches avaient révélé sur l'énorme fossé qui séparait leurs situations respectives. Lashford représentait le luxe qu'elle n'avait vu que dans les magazines consacrés au mode de vie des riches. Elle fixa ces détails, prenant pleinement conscience de ce qu'elle acceptait en faisant entrer Birdie dans ce monde. L'immeuble où Dorman portait des uniformes et où les ascenseurs nécessitaient des clés spéciales pour accéder au penthouse rendrait leurs vêtements d'occasion et leur budget serré douloureusement visible. Pourtant, Bird était enthousiaste à l'idée d'aider quelqu'un à décorer son sapin de Noël. Sa conviction sincère que Lysander avait besoin de leur aide lui donnait l'impression que l'annulation reviendrait à détruire quelque chose d'innocent et de bon. Everly tapa une simple confirmation, ajoutant qu'il serait prêt à l'heure indiquée. Le message lui semblait insuffisant, mais tout message plus élaboré risquait de révéler à quel point la situation avait perturbé son équilibre soigneusement maintenu. Elle appuya sur « Envoyer », puis se demanda immédiatement si elle aurait dû établir des limites ou des attentes plus explicites. L'incertitude était épuisante, cette oscillation constante entre l'espoir que cela puisse être quelque chose de positif et la crainte de commettre une erreur catastrophique. Birdie apparut dans l'embrasure de la porte, vêtue de son pull rose pâle préféré. Elle planifiait déjà sa tenue pour lundi, même s'il restait encore une journée entière avant. « Maman, tu crois que Lysander a déjà décoré un sapin de Noël ?» demanda-t-elle, la question surgissant de son esprit actif qui analysait la situation. Parce que s'il ne l'a jamais fait, il faudra tout lui apprendre. Pas seulement les couleurs, mais aussi le sentiment que l'on est censé ressentir en le regardant. Le dimanche matin arriva avec un soleil d'hiver éclatant qui donnait aux rues enneigées l'aspect d'une carte postale plutôt que celui d'un cauchemar logistique, ce qu'elles étaient en réalité. Lysander se tenait dans le salon de son penthouse, fixant le sapin Douglas de 3,6 mètres que son personnel avait livré et installé l'après-midi précédent. L'arbre occupait le coin où se trouvait habituellement une sculpture moderne, à la fois majestueux et accusateur dans son état non décoré.
Il avait passé le samedi matin à acheter un sapin, une activité qu'il n'avait jamais entreprise personnellement depuis qu'il était adulte. Le propriétaire du magasin avait été surpris lorsque Lysander était arrivé sans aide ni décorateur, et encore plus surpris lorsqu'il avait choisi lui-même l'arbre en se basant sur les critères qu'il avait retenus des commentaires de Bird dans la vitrine. Le feuillage était bien composé, les branches réparties de manière à suggérer un art intentionnel plutôt qu'une croissance aléatoire. La présence de l'arbre transformait son espace soigneusement aménagé d'une manière qu'il n'avait pas prévue, introduisant une irrégularité organique dans des pièces conçues pour une précision géométrique. Tous les autres objets du penthouse avaient été sélectionnés par des professionnels qui comprenaient ses préférences esthétiques, disposés de manière à projeter une image de puissance à travers un minimalisme sophistiqué. L'arbre refusait de s'harmoniser avec cette vision, exigeant l'attention par sa simple présence vivante. Le téléphone de Lysander vibra avec la réponse d'Everly, arrivée 36 heures après son premier SMS, comme si elle avait passé tout le week-end à décider si elle allait venir ou non. Le message était bref, professionnel, confirmant la réception des informations et indiquant qu'il serait prêt à 13h30. Pas de politesse, pas de questions, juste la confirmation de l'arrangement. Il se surprit à le lire plusieurs fois, analysant un ton qui n'existait probablement pas dans une communication aussi succincte. Son chef de la sécurité, Marcus, apparut dans l'embrasure de la porte avec une expression qui suggérait qu'une intervention était imminente. L'homme travaillait pour la famille de Lysander depuis 20 ans, l'avait vu passer d'adolescent en colère à adulte maître de lui-même, et prenait certaines libertés qui allaient de pair avec cette histoire. « Vous avez des visiteurs demain, » dit Marcus. C'était une affirmation plutôt qu'une question, car il avait manifestement déjà été briefé par la sécurité du bâtiment. « Une consultante en design et sa fille, » répondit Lysander, en gardant un ton neutre, même s'il savait que cette explication ne serait pas satisfaisante. « Elle m'aide à décorer le sapin. » Il fit un geste vers la fourrure, comme si sa présence expliquait tout, alors qu'en réalité, elle n'expliquait en rien pourquoi il s'impliquait personnellement dans la décoration. Marcus examina le sapin, puis Lysander, puis à nouveau le sapin, avec une expression qui suggérait qu'il était en train de résoudre une équation qui ne s'équilibrait pas correctement. « Tu n'as jamais décoré pour Noël, » observa-t-il avec précaution, en évitant de donner l'impression d'une accusation. « En 15 ans, tu n'as jamais reconnu l'existence de cette fête au-delà de tes obligations professionnelles. » Il marqua une pause, puis ajouta, « Maintenant, tu as un sapin et des inconnus viennent dans ta résidence privée. » « Les choses changent, » répondit Lysander, une réponse inadéquate, même à ses propres oreilles. Il ne pouvait pas expliquer à Marcus ce qu'il ne comprenait pas lui-même complètement. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi l'étreinte d'un enfant de 6 ans avait créé des failles dans des fondations qu'il croyait permanentes. « J'ai le droit de décider que je veux un sapin décoré. » Le ton défensif de sa voix en disait plus long que les mots eux-mêmes. « Tu as le droit de faire ce que tu veux, » acquiesça Marcus, son ton suggérant que cette liberté était précisément ce qui le préoccupait. « Je remarque simplement que les changements soudains dans les habitudes indiquent souvent quelque chose qui mérite d'être examiné. » Il s'avança dans la pièce, son instinct aiguisé par des décennies d'évaluation des menaces, l'amenant à scruter l'arbre comme s'il pouvait contenir du matériel de surveillance. Qui sont vraiment ces gens? Zander réfléchit à ce qu'il allait révéler, pesant les avantages de la transparence par rapport à la vulnérabilité qu'elle impliquait. « J'ai rencontré l'enfant la veille de Noël, finit-il par dire, offrant une vérité soigneusement édulcorée pour la rendre acceptable. Elle regardait les décorations de Noël. « Nous avons discuté. Elle m'a proposé de m'aider à décorer si j'en avais besoin. » Délibérément de mentionner l'immeuble de Sterling Street, le Père Noël absent, la mère qui travaillait de nuit. « Donc, vous avez décidé de l'engager, elle et sa mère, pour venir chez vous, » résuma Marcus, pesant chaque mot avec précision pour souligner l'absurdité de la situation sans la critiquer directement. Bien qu'il ne sache rien d'elle au-delà d'une conversation devant un magasin, il croisa les bras, adoptant une posture qui signifiait que cette discussion ne prendrait fin que lorsqu'il serait satisfait. « Ce n'est pas ton genre. Peut-être que ça devrait l'être, » répondit Lysander, surpris lui-même par cet aveu. Peut-être que passer 15 ans à éviter toute interaction susceptible de mener à une véritable connexion n'était pas le triomphe de la discipline que je croyais.
Les mots sortirent avec une chaleur qu'il ne savait pas avoir, reflétant sa frustration face à une vie qui était devenue vide. L'expression de Marcus passa de l'inquiétude à quelque chose qui pouvait être de la compréhension, bien qu'il la masquât rapidement derrière une neutralité professionnelle. Je ne critique pas tes choix, dit-il d'un ton légèrement plus doux. J'essaie de comprendre ce qui a changé afin de pouvoir ajuster les protocoles de sécurité en conséquence. Il fit une pause, puis ajouta plus calmement, et peut-être m'assurer que tu ne t'exposes pas au genre de souffrance que tu as travaillé si dur à éviter. Cette observation était d'une précision dérangeante, car Marcus avait été témoin des conséquences de la perte qui avait bouleversé l'approche de Lysander envers les relations humaines. Il avait vu un jeune homme de 20 ans en deuil démanteler systématiquement toutes les relations qui exigeaient une vulnérabilité émotionnelle, érigeant des murs qui s'étaient transformés en prison si progressivement que personne ne s'en était aperçu avant qu'il ne soit trop tard pour s'échapper. « Je ne me mets pas en danger, dit Lysander. Le mensonge était évident pour eux deux. « Alors qu'est-ce que tu fais » demanda Marcus. Et la question traduisait une curiosité sincère plutôt qu'un jugement. Parce que de là où je me trouve, tu te rends vulnérable face à des gens en qui tu n'as aucune raison d'avoir confiance, ce qui est soit une évolution, soit une autodestruction, et je ne sais pas lequel des deux. Lysander se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur la ville, repérant le quartier où se trouvait Sterling Street, parmi des blocs d'entrepôts reconvertis et des commerces en difficulté. Peut-être les deux, admit-il. Cette honnêteté lui donna l'impression d'ôter une armure qu'il portait depuis si longtemps qu'il avait oublié qu'elle était amovible. Peut-être que je suis fatigué d'être en sécurité et seul. Peut-être que rencontrer cet enfant m'a rappelé que je voulais autre chose que le contrôle. Marcus le rejoignit à la fenêtre, suivant son regard vers le vieux quartier visible au loin. La mère, dit-il, comprenant immédiatement grâce à l'intuition que lui donnait sa connaissance approfondie de Lysander. Tu t'intéresses à la mère. Ce n'était pas vraiment une question, plutôt une observation, attendant une confirmation ou un démenti. Je ne sais pas ce que je suis, répondit Lysander, ce qui était plus honnête que n'importe quelle affirmation spécifique. Je sais que parler avec eux m'a procuré un sentiment différent de toutes les interactions que j'ai eues depuis des années. Je sais que l'enfant m'a serré dans ses bras et que quelque chose qui était gelé a commencé à se dégeler. Il se tourna vers Marcus pour le regarder directement. Je sais que cela semble pathétique. Cela semble humain, corrigea Marcus. C'est très habituellement sévère, s'adoucissant pour prendre une expression presque paternelle. Ce que je n'ai pas pu dire de toi depuis longtemps, soupira-t-il, prenant une décision intérieure. Je vais faire des recherches sur eux. Rien d'intrusif, juste pour m'assurer qu'ils sont bien ceux qu'ils prétendent être. Et je vais ajuster la sécurité de demain pour te donner de l'intimité tout en respectant les protocoles. Lysander acquiesça, sachant que c'était de la façon dont Marcus montrait son attention à travers sa compétence professionnelle. Merci, dit-il en pensant à plus qu'aux dispositions de sécurité, pour ne pas avoir essayé de me dissuader. Même si une partie de lui souhaitait que quelqu'un lui donne une raison logique d'annuler le rendez-vous de lundi, pour se réfugier dans la sécurité de l'isolement, j'ai arrêté d'essayer de te protéger de toi-même il y a des années, répondit Marcus avec un humour pince sans rire. Maintenant, j'essaie juste de minimiser les dommages collatéraux quand tu décides enfin de ressentir quelque chose. Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Pour ce que ça vaut, j'espère que ça marchera comme tu l'espères. Tu mérites d'avoir autre chose dans ta vie que des obligations et du contrôle. Le lundi après-midi transforma la routine habituellement ordonnée de Lysander en un chaos à peine contrôlé, qui commença lorsqu'il changea 3 fois de vêtements avant d'opter pour un pantalon décontracté et un pull qui projetait une image de richesse accessible plutôt que de puissance intimidante. Le personnel de l'appartement terrasse avait eu droit à un jour de congé, le laissant seul dans un espace décoré mais vide qui lui semblait soudain trop grand et trop silencieux. Il avait fait livrer des boîtes de décoration provenant de 5 détaillants de luxe différents, sélectionnant des options sans rien choisir de définitif, car c'était censé être le rôle d'Everly et Bertie. Les boîtes étaient empilées dans le salon, comme la preuve d'une préparation excessive ou d'une incapacité à prendre des décisions simples, contenant tout, des ornements traditionnels en verre aux formes géométriques modernes en métal et en acrylique. Lysander avait passé un temps fou dimanche soir à rechercher des tendances en matière de décoration de Noël, à lire des articles sur la théorie des couleurs et la composition,
comme s'il se préparait à une négociation commerciale plutôt qu'à un simple après-midi avec une femme et sa fille. 13h30 arriva avec la précision des rendez-vous importants, et la sécurité de l'immeuble appela pour annoncer que ses invités avaient été autorisés à entrer dans le hall. Le rythme cardiaque de Zender s'accéléra comme cela ne lui était jamais arrivé dans des situations réellement dangereuses. Son système nerveux était apparemment incapable de faire la distinction entre une menace réelle et une incertitude sociale. Il se plaça près de la porte, puis décida que cela semblait trop impatient et se déplaça vers la fenêtre avant de se rendre compte que cela semblait dédaigneux et de s'installer dans la cuisine où il pouvait faire semblant d'être occupé. On frappa à la porte doucement mais clairement, et Lasander se força à attendre 3 secondes avant de répondre, afin de ne pas donner l'impression d'avoir attendu. Il ouvrit la porte et trouva Everly et Birdie debout dans son couloir privé, toutes deux habillées de manière plus formelle que nécessaire, comme si elles se rendaient à un entretien plutôt qu'à une séance de décoration. Everly portait une robe simple sous son manteau, ses cheveux blonds étaient coiffés plutôt que tirés en arrière, et Lysander se rendit compte qu'elle avait fait un effort pour soigner son apparence, ce qui lui avait probablement coûté un temps qu'elle n'avait pas à perdre. Monsieur Santoro. Everly le salua avec une politesse professionnelle qui maintenait une distance prudente, malgré le fait qu'ils allaient passer 2 heures dans un espace confiné. Ses yeux évaluaient rapidement les parties visibles de son penthouse, cataloguant les détails qui confirmaient probablement toutes les hypothèses sur les disparités de richesse. Birdie, en revanche, regardait autour d'elle avec un émerveillement non dissimulé, son visage tout entier illuminé par la curiosité plutôt que par l'intimidation. Lysander, corrigea-t-il en reculant pour les laisser entrer. Monsieur Santoro était mon grand-père. Sa tentative d'informalité sonna maladroite, comme s'il avait oublié comment s'exprimer de manière décontractée. Il referma la porte derrière eux, très conscient que le clic de la serrure pouvait sembler menaçant plutôt que simplement garantir leur intimité. Merci d'être venu. Birdie fut immédiatement attiré par l'arbre, comme un papillon par une flamme, sa réserve précédente s'évanouissant face à 3 ou 6 mètres de potentiel non décoré. Il est parfait, murmura-t-elle en tournant autour de l'arbre, avec l'attention concentrée de quelqu'un qui procède à une évaluation professionnelle. La répartition des branches est vraiment bonne, et sa hauteur le rend impressionnant sans être écrasant pour l'espace. Elle livra cette évaluation avec le plus grand sérieux. Sa voix de 6 ans utilisait une terminologie qu'elle avait clairement absorbée dans le cadre de son éducation. Everly observait sa fille avec une expression mêlant fierté et quelque chose qui pouvait être de l'inquiétude quant au confort de Bird dans cet environnement. « Elle en parle depuis samedi », dit Everly à voix basse à Lysander, sa voix trahissant un excès d'enthousiasme. « J'ai essayé de modérer ses attentes, mais elle est convaincue que cet arbre sera un chef-d'œuvre. » Elle ne dit pas que Birdie ne comprenait pas encore que les chefs-d'œuvre exigeaient plus que de bonnes intentions. « J'ai tout ce qu'il faut, » répondit Lysander en montrant les boîtes empilées qui semblaient soudain excessives sous le regard critique d'Everly. « Je ne savais pas quel style adopter, alors j'ai acheté plusieurs options. » Cette formulation formelle donnait l'impression qu'il décrivait une acquisition commerciale plutôt que l'achat de décorations de Noël, et il observa les lèvres d'Everly se tordre dans ce qui pouvait être un sourire amusé. « Des options, » répéta-t-elle en se dirigeant vers les boîtes et en s'agenouillant pour en examiner le contenu. Ses mains parcoururent les décorations soigneusement emballées, avec le respect que les objets coûteux inspirent à ceux qui ne peuvent pas facilement remplacer les articles cassés. « Elles viennent de Winterbells, » observa-t-elle en reconnaissant l'emballage caractéristique de la boutique. « Ces décorations valent facilement plusieurs milliers de dollars. » Cette remarque resta en suspens, soulignant l'absurdité de ses dépenses sans pour autant les critiquer directement. Lysander se trouva incapable d'expliquer que le coût n'avait aucune importance par rapport à l'objectif d'avoir les fournitures appropriées. Cet argent était le seul problème qu'il pouvait toujours résoudre, tandis que les relations humaines restaient perpétuellement hors de portée. « Je voulais être prêt, » dit-il à la place. L'explication lui semblait insuffisante. Birdie avait rejoint sa mère près des boîtes, sortant les décorations avec délicatesse et les disposant sur le sol en groupe qui semblaient obéir à des principes que Lysander ne pouvait encore discerner. « Nous devons raconter une histoire, » annonça-t-elle en levant les yeux vers les 2 adultes, espérant qu'ils comprendraient cette déclaration. « Mademoiselle Patterson dit qu'un bon design raconte une histoire sur ceux qui vivent dans l'espace.
Nous devons donc déterminer quelle histoire votre sapin doit raconter. La question stoppa Lysander net, car il n'avait aucune idée de l'histoire que sa vie était censée raconter. Il avait passé 15 ans à éviter activement tout récit susceptible de le rendre vulnérable ou de lui faire perdre quelque chose. Son penthouse racontait l'histoire d'une personne qui accordait de l'importance au contrôle et à la précision esthétique, qui gardait le monde à distance grâce à une sélection minutieuse de son environnement. Ce n'était pas une histoire qui se traduisait par des décorations de Noël destinées à célébrer la chaleur et les liens. Quelle histoire pensez-vous qu'il devrait raconter? Demanda-t-il à Birdie, détournant la question tout en étant sincèrement curieux de connaître son point de vue. Elle l'étudia avec ses grands yeux qui semblaient ne voir au-delà de l'image soigneusement présentée au monde, et Lysander se sentit mal à l'aise sous ce regard innocent. Je pense qu'elle devrait raconter l'histoire de quelqu'un qui a été seul, mais qui ne veut plus l'être, dit Birdie avec la désinvolture dévastatrice des enfants, qui énoncent simplement des vérités évidentes que les adultes apprennent à cacher. Nous devrions donc utiliser des couleurs chaudes et des formes traditionnelles, des choses qui évoquent la famille et le foyer. Elle dit cela tout en sortant des décorations dorées et rouges foncées qui illustraient déjà sa vision. Everly eut l'air choqué par l'analyse de sa fille, se demandant clairement où Birdie avait développé cette capacité à cerner Lysander avec autant de précision après si peu d'interaction. Birdie, c'est peut-être trop personnel, commença-t-elle, essayant de revenir sur son observation sans rejeter l'intelligence de sa fille. Nous devrions demander à M. Santoro ce qu'il souhaite plutôt que de faire des suppositions. Elle a raison, intervint Lysander, avouant avant même d'avoir pu réfléchir à la vulnérabilité que cela représentait. C'est exactement ça. Il s'agenouilla à côté de Birdie parmi les décorations éparpillées, se mettant à sa hauteur. Montre-moi comment le raconter. La demande était sincère, demandant à une enfant de 6 ans de lui apprendre quelque chose qu'il avait oublié ou peut-être jamais appris. Le visage de Birdie s'illumina de joie à voir sa vision validée, et elle se mit immédiatement à expliquer sa philosophie du design avec l'assurance naturelle de quelqu'un qui n'avait jamais appris à douter de son expertise. Everly observait cette interaction avec une expression que Lysander ne parvenait pas à déchiffrer complètement, quelque chose entre la gratitude et l'inquiétude, l'espoir et la peur. Elle s'assit par terre en face de lui, formant un triangle avec Birdie au sommet. Et pour la première fois en 15 ans, Lysander eut l'impression de faire partie de quelque chose qui ressemblait à une famille. Les 2 heures se transformèrent en 3 sans que personne ne remarque le temps qui passait, la conversation coulant naturellement entre les explications sur le placement des ornements et les discussions sur l'équilibre des couleurs. Birdie orchestra le processus de décoration avec une autorité surprenante, indiquant où chaque pièce devait être placée, tout en expliquant le raisonnement derrière ses choix. Lysander se retrouva sincèrement engagé dans des débats pour savoir si l'or ou l'argent devait dominer les branches supérieures. Il s'investissait dans des décisions qui lui auraient semblé insignifiantes 48 heures plus tôt. La réserve initiale d'Everly se dissipa progressivement lorsqu'elle vit Lysander suivre les instructions de sa fille sans condescendance. Il traitait l'expertise de Birdie comme légitime plutôt que comme un jeu d'enfant. Elle commença à faire ses propres suggestions, son œil pour la composition se révélant à travers de petits ajustements qui amélioraient l'ensemble du design. Tous 3 développèrent un rythme tacite, se passant les ornements et travaillant dans un silence coordonné ponctué de moments de prise de décision collaborative. « Ta sœur », dit Everly doucement à un moment où Birdie était concentrée sur les arbres au loin, la question émergeant prudemment, comme si elle avait rassemblé son courage pour la poser. Aurait-elle aimé cela? Ses yeux reflétaient une curiosité sincère plutôt qu'une intrusion indiscrète, cherchant à comprendre plutôt qu'à satisfaire sa curiosité. La question reconnaissait les informations que Lysander avait partagées, tout en respectant la douleur qui se cachait derrière. Lysander s'est interrompu, un flocon de neige en cristal suspendu dans sa main. Il réfléchissait à la manière de répondre à une question qu'il n'avait jamais laissé personne lui poser auparavant. « Elle aurait adoré », a-t-il finalement répondu. Ces mots portaient le poids de 15 ans de chagrin inexprimé. Helena était obsédée par Noël. Elle commençait à planifier les décorations dès le mois de septembre. Le souvenir lui revint avec une clarté inattendue, ravivant l'enthousiasme de sa sœur pendant un instant. « Elle avait l'air formidable », répondit Everly,
Et cette simple reconnaissance signifiait plus que des condoléances élaborées, car elle reconnaissait Elena comme une personne plutôt que comme une simple tragédie. Quel âge avait-elle? La question suivante démontrait un intérêt sincère, une volonté d'entendre parler de sa perte s'il voulait la partager. 8 ans, répondit Lysander, un chiffre qui, après toutes ces années, était encore capable de créer un vide dans sa poitrine. Un accident de voiture qui n'aurait jamais dû se produire, causé par quelqu'un qui avait bu à 14 heures. Il plaça le flocon de neige sur une branche avec une précision minutieuse, se concentrant sur cette tâche pour gérer les émotions qui menaçaient de remonter à la surface. Après cela, ma femme s'est beaucoup concentrée sur le contrôle, sur l'élimination des variables qui pouvaient nous conduire à une perte inattendue. L'explication esquissait les grandes lignes de la façon dont la mort d'un enfant de 8 ans avait transformé une entreprise familiale en quelque chose de plus difficile. Comment le chagrin avait été canalisé vers le pouvoir et la protection plutôt que vers la guérison. Everly semblait comprendre le sous-entendu sans avoir besoin de détails explicites. Son expression montrait qu'elle pouvait combler les lacunes sur la façon dont la tragédie avait remodelé des vies. Le contrôle n'empêche pas réellement la perte, dit-elle doucement, parlant d'après sa propre expérience. Il vous permet simplement de vous sentir moins impuissant lorsque vous perdez quelque chose. Lander la regarda directement, reconnaissant en elle quelqu'un qui avait été confronté à sa propre version d'une tragédie inattendue et qui en était arrivé à des conclusions différentes de celles de sa famille. « Qu'avez-vous perdu ?» demanda-t-il. La question était plus intime que tout ce dont ils avaient discuté, mais elle semblait être le prolongement naturel de la vulnérabilité qu'ils partageaient. « Le père de Birdie » répondit Everly, d'une voix calme malgré la difficulté évidente du sujet, non pas à cause de la mort, mais à cause de la réalité que certaines personnes ne sont pas capables de tenir les engagements qu'elles prennent. Elle jeta un coup d'œil à sa fille, s'assurant que Birdie restait absorbée par sa décoration. Il était parti quand elle avait 2 ans, décidant que la paternité était incompatible avec la vie qu'il voulait réellement. Le ton neutre ne pouvait pas tout à fait masquer la douleur sous-jacente de sa perte, dit Lysander. Il le pensait avec une intensité qui le surprit lui-même. Elle est remarquable, ce qui signifie que vous avez fait quelque chose d'extraordinaire en tant que parent. Le compliment lui vint sans calcul, simple observation de ce qu'il avait vu au cours des dernières heures. L'intelligence, la gentillesse et la confiance de Bird étaient clairement le résultat d'une éducation intentionnelle, malgré des circonstances difficiles. Les yeux d'Everly s'illuminèrent de larmes contenues à cette reconnaissance, suggérant qu'elle ne recevait pas assez souvent de reconnaissance pour ses efforts en tant que parent. « Merci, dit-elle, la voix légèrement rauque d'émotion. Cela signifie plus que vous ne le pensez. » Elle s'éclaircit la gorge, changeant de sujet pour se mettre en sécurité. Elle parle constamment de vous, vous savez, depuis la veille de Noël. Elle ne parle que de Lysander. Cette révélation créa une chaleur dans la poitrine de Lysander, qui n'avait rien à voir avec la climatisation du penthouse. La preuve qu'il avait fait bonne impression sur quelqu'un dont il avait appris à apprécier l'opinion. « C'est facile de discuter avec elle », répondit-il en regardant Birdie disposer une série de décorations avec une intense concentration. Elle n'aborde pas la conversation avec les préoccupations que la plupart des gens ont. C'est rafraîchissant. Elle ne sait pas encore que les gens peuvent être dangereux, dit Everly, sa déclaration traduisant à la fois de la fierté et de l'inquiétude. J'essaie de lui apprendre la prudence sans détruire son ouverture d'esprit naturelle. Le dilemme parental était évident dans son ton, l'équilibre impossible entre protection et liberté. Un jour, quelqu'un profitera de sa confiance, et je ne pourrai pas l'empêcher. Mais d'ici là, elle vivra des expériences et nouera des liens que des gens comme moi ont délibérément évités, rétorqua Lysander, offrant une perspective qu'Everly n'avait peut-être pas envisagée. J'ai passé 15 ans à être prudent, et cela m'a permis de rester en sécurité, mais m'a également privé de moments comme celui-ci. Il fit un geste vers la pièce où un arbre devenait quelque chose de magnifique grâce à un effort collectif. Peut-être que le risque en vaut la peine. Everly l'observa avec une expression qui suggérait qu'elle réévaluait sa compréhension de qui il était réellement sous ses vêtements coûteux et sa puissante réputation. « Vous n'êtes pas celui que j'imaginais, » admit-elle, cette confession lui coûtant manifestement quelque chose. « Quand Birdie m'a parlé de vous pour la première fois, j'étais terrifié. Un homme riche parlant à ma fille dans une rue déserte, c'était le début du cauchemar de tous les parents. Vous aviez raison d'être terrifié, » reconnut Lysander,
respectant son instinct plutôt que de le rejeter. Tout dans cette situation aurait dû vous alarmer. Il la regarda droit dans les yeux, lui laissant voir sa sincérité. Je suis contente que vous soyez venu malgré tout, que vous ayez accepté de prendre ce risque malgré toutes les objections raisonnables. J'ai failli ne pas venir, avoua Everly, ses doigts effleurant le bord d'un ornement en or sans vraiment le voir. J'ai passé tout mon dimanche à essayer de me dissuader de venir, en énumérant toutes les raisons pour lesquelles cela pourrait mal tourner. Elle sourit légèrement, avec autodérision. Puis Birdie a demandé si nous allions vraiment aider cet homme solitaire avec son arbre. Et j'ai réalisé qu'elle avait vu quelque chose que j'avais trop peur de reconnaître. La description qu'il faisait de lui-même comme un homme solitaire était d'une précision dérangeante, dépouillant l'identité protectrice qu'il s'était construite autour d'un isolement délibérément choisi plutôt que subi. « Est-ce que c'est ce que je suis ?» demanda-t-il. La question était sincère plutôt que rhétorique. « Solitaire ?» Le mot lui semblait étrange dans sa bouche, à la fois trop vulnérable et trop précis. « Je pense que vous êtes seul depuis très longtemps, » répondit Everly, d'un ton doux malgré la franchise de son observation. « Je pense que vous avez construit toute votre vie autour du fait de ne pas être seul, mais c'est différent d'avoir réellement de la compagnie. » Elle fit une pause, puis ajouta, « Je le reconnais parce que j'ai fait la même chose, mais avec moins de ressources et des méthodes différentes. » Le parallèle qu'elle établissait créait un lien auquel Losander ne s'attendait pas, suggérant que leur situation était moins différente que ne le laissaient supposer les détails superficiels. « Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» demanda-t-il, la question englobant plus que de simples projets de décoration immédiats. Il s'interrogeait sur la relation naissante entre eux, une possibilité qu'aucun des deux n'avait nommée, mais que tous deux ressentaient. « Finissons cet arbre, » dit Everly, ramenant la conversation à des tâches concrètes, même si son regard suggérait qu'elle comprenait la question plus large. « Nous laissons Birdie créer son chef-d'œuvre, puis nous verrons s'il y a une raison de recommencer. » Cette formulation prudente laissait une marge de manœuvre tout en ouvrant la porte à de futures interactions. « J'aimerais bien, » répondit Lysander, s'engageant à poursuivre sans définir ce que cela impliquerait. « Il y a une cérémonie d'illumination du sapin à Bryant Park mercredi. J'ai accès à la section VIP. » L'invitation semblait plus maladroite que toutes les propositions commerciales qu'il avait jamais faites. Les compétences sociales de Rusty peinaient à s'adapter aux interactions personnelles. Le sourire d'Everly transforma son visage, effaçant pour un instant des années d'épuisement et d'inquiétude. « Birdie adorerait ça, » dit-elle, acceptant implicitement la proposition. « Je suis libre mercredi soir. » Cette confirmation pratique semblait être un événement important, malgré son caractère informel, un accord pour choisir délibérément de se retrouver à nouveau. Le mercredi soir arriva, enveloppé dans des conditions hivernales parfaites qui faisaient passer des cartes de Noël pour des documentaires plutôt que pour des aspirations. La neige tombait en flocons légers qui reflétaient la lumière d'1 million d'ampoules décoratives suspendues dans Bryant Park. Lysander avait organisé un accès privilégié à la plateforme d'observation VIP, un espace chauffé aux parois transparentes offrant une vue imprenable sur la cérémonie tout en protégeant du froid. Il arriva tôt, ce qui était inhabituel pour quelqu'un qui calculait généralement ses entrées afin d'éviter toute attente inutile. Birdie l'aperçut la première lorsqu'elle et Everly sortirent de la voiture qu'il avait envoyée, son signe de la main enthousiaste attirant l'attention amusée des autres participants, peu habitués à de telles manifestations spontanées dans cet espace VIP soigneusement aménagé. Elle portait un manteau rouge qui semblait neuf, et Lysander se réjouit vaguement qu'Everly ait utilisé une partie du paiement de lundi pour sa fille plutôt que pour des achats purement pratiques. L'idée d'avoir contribué à rendre Birdie heureuse lui procura une satisfaction disproportionnée par rapport à son geste. « L'arbre est parfait », annonça Birdie en guise de salutation, faisant référence à l'imposant sapin de Norvège qui dominait le parc plutôt qu'à un bonjour conventionnel. Il mesure au moins 12 mètres de haut, peut-être plus. Elle pressa son visage contre la paroi transparente, son souffle créant des taches de buée qu'elle essuya avec impatience. « Pensez-vous qu'ils utilisent une grue pour placer l'étoile au sommet? Ou est-ce que les gens grimpent réellement là-haut? » Everly suivait plus lentement, son expression montrant qu'elle assimilait l'hébergement VIP avec un malaise visible quant au coût et à l'accès que cela représentait. Elle s'était à nouveau habillée avec soin, portant un manteau qui avait connu plusieurs saisons,
mais qui était propre et bien entretenu, ses cheveux lâchés sur ses épaules, dans un style qui suggérait qu'elle avait fait des efforts pour soigner son apparence. Lander sentit son pouce s'accélérer d'une manière qui n'avait rien à voir avec une menace extérieure. Il y a du chocolat chaud, dit-il en montrant du doigt le coin rafraîchissement, où des boissons haut de gamme étaient servies dans de véritables tasses en céramique plutôt que dans des gobelets jetables. Et de quoi manger si vous n'avez pas encore mangé? L'offre semblait guindée. Sa confiance habituelle le quittait dans les situations sociales qui exigeaient de la chaleur plutôt qu'une autorité contrôlée. Il observa le visage d'Everly pour voir sa réaction, essayant de déterminer s'il avait bien géré la situation. « C'est trop », dit Everly doucement. Ces mots s'adressaient uniquement à lui, tandis que Birdie restait absorbé par l'observation des arbres. « Le service de voiture, l'accès VIP, tout ça. Je ne peux pas vous laisser continuer à dépenser de l'argent pour nous comme si nous étions des cas sociaux. » Sa protestation était empreinte de dignité plutôt que de colère, établissant des limites à ce qu'elle était prête à accepter. Elle le regardait droit dans les yeux, exigeant une réponse honnête plutôt qu'une esquive polie. « Vous n'êtes pas des cas sociaux, » répondit Lysander, gardant une voix tout aussi basse. « Je ne fais pas cela parce que je plains votre situation. Je le fais parce que passer du temps avec vous et Birdie est la première chose qui me semble juste depuis 15 ans. » Cette confession fut plus brutale qu'il ne l'avait prévu, laissant transparaître une vulnérabilité qu'il cachait habituellement derrière son sang-froid. « Si cela te met mal à l'aise, j'arrêterai. Mais ne pense pas qu'il s'agit d'une question d'argent. » Le visage d'Everly passa par plusieurs expressions avant de se fixer sur quelque chose qui ressemblait à un espoir prudent mêlé à un scepticisme persistant. « Alors de quoi s'agit-il » demanda-t-elle, la question allant droit au cœur de ce qui se développait entre eux. « Parce que j'ai besoin de comprendre ce qui se passe ici avant de laisser Birdie s'attacher davantage. » L'instinct protecteur de la mère refit surface, faisant passer la sécurité émotionnelle de sa fille avant ses propres sentiments grandissants. Honnêtement, Lysander passa une main dans ses cheveux, perturbant la coiffure soignée qui restait généralement parfaite toute la journée. « Je ne sais pas tout à fait. Je sais que rencontrer Birdie m'a rappelé que j'étais capable de ressentir autre chose que le contrôle calculé. Je sais que parler avec toi est différent de toutes les interactions que j'ai eues depuis des années. » Il fit une pause, cherchant les mots adéquats pour expliquer quelque chose qu'il comprenait à peine lui-même. « Je sais que je veux continuer à faire ça, quoi que ce soit. » La cérémonie d'illumination commença avant qu'Everly n'ait pu répondre, la musique s'amplifiant, alors que la séquence d'illumination des arbres massifs commençait de bas en haut. Le cri de joie de Bird attira l'attention des deux adultes, son visage transformé par l'émerveillement, alors que des milliers de lumières s'allumaient en motifs coordonnés. Elzander se surprit à observer la réaction de Bird plutôt que le spectacle lui-même, sa joie étant plus captivante que n'importe quelle prouesse technologique. La main d'Everly trouva la sienne au moment culminant où l'arbre atteignit son éclat maximal, ses doigts s'entrelaquant avec les siens de manière délibérée plutôt que par accident. Xander baissa les yeux vers leurs mains jointes, puis leva les yeux vers son visage, où il découvrit une expression mêlant détermination et nervosité. « Je veux continuer à faire ça aussi, » dit-elle, ces mots à peine audibles au milieu des applaudissements de la foule. « Mais tu dois comprendre que cela implique Birdie. Nous formons un tout. »« Je sais, » répondit Lysander en serrant sa main plus fort. « Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. » La vérité de cette affirmation le surprit alors même qu'il la prononçait, réalisant que la présence de Bird était essentielle, plutôt qu'accessoire à ce qu'il appréciait dans ses interactions. L'enfant avait été le catalyseur, mais tous deux étaient devenus essentiels à la transformation qu'il était en train de vivre. La foule commença à se disperser après la fin de la cérémonie, mais leur petit groupe resta dans l'enceinte VIP. Birdie se contentait de regarder l'arbre illuminé pendant que les adultes négociaient les paramètres de leur relation naissante. « Ma famille ne comprendra pas cela, » dit Lysander, introduisant une complexité qu'il ne pouvait ignorer, même s'il aurait souhaité le pouvoir. « Ils te verront comme une distraction ou pire, comme une menace pour l'attention qu'ils ont passé des années à cultiver en moi. »« Comment verront-ils Birdie ?» demanda Everly. La question était pertinente, car elle comprenait que cette perception déterminerait si cela pouvait réellement continuer. Son instinct protecteur était désormais pleinement mobilisé, évaluant si exposer sa fille à son monde causerait finalement plus de tort que les avantages ne le justifiaient.
La verrait-il comme une enfant charmante ou comme une faiblesse à exploiter? La question obligea Alexander à affronter les réalités de sa famille qu'il évitait depuis la veille de Noël, à reconnaître que la structure du pouvoir dont il avait hérité s'accompagnait de perspectives et de méthodes incompatibles avec ce qu'il tentait de construire. Je ne sais pas, admit-il, l'incertitude étant plus effrayante qu'une menace définitive. La principale préoccupation de ma famille est de maintenir le contrôle et d'éliminer toute vulnérabilité. Ils pourraient vous considérer tous les deux comme l'un ou l'autre. Everly retira sa main, ce retrait physique manifestant son retrait émotionnel, alors qu'elle assimilait les implications de ce qu'il décrivait. Alors nous avons un problème, dit-elle, sa voix trahissant la froideur de quelqu'un qui fait des calculs difficiles. Parce que je n'exposerai pas Birdie à des gens qui pourraient la considérer comme une cible ou un outil. Elle croisa les bras, son langage corporel se fermant malgré la connexion qui s'était développée quelques instants plus tôt. Je travaille à me libérer de mes obligations familiales, dit Alexander. Le plan se formait au fur et à mesure qu'il parlait, car perdre ce qui se développait avec Everly et Birdie lui semblait intolérable, contrairement à un isolement continu. L'entreprise d'importation a des activités légitimes qui ne nécessitent pas les relations que mon grand-père a établies. Je peux séparer ce que je fais de ce qu'ils font. La proposition était plus compliquée qu'il ne le laissait entendre. Elle nécessiterait de naviguer dans les intrigues familiales qu'il avait auparavant acceptées comme des contraintes permanentes. C'est un changement de vie énorme à envisager sur la base de 3 interactions avec des personnes que vous connaissez à peine, observa Everly, son ton suggérant qu'elle ne savait pas trop si elle devait être flattée ou inquiète par l'ampleur de ce qu'il proposait. Vous parlez de restructurer toute votre existence pour une possibilité qui pourrait ne même pas aboutir. Elle n'avait pas tort de remettre en question la rationalité de son projet. Je parle de restructurer mon existence parce que la version actuelle ne fonctionne pas, corrigea Alexander, réalisant la vérité de cette pensée au moment où il l'exprimait. Vous rencontrez, vous et Birdie, m'a montré cela. Mais il ne s'agit pas de vous qui réparez quelque chose qui ne va pas chez moi. Il s'agit de moi qui choisis de le réparer moi-même. Il se rapprocha, sans la toucher, mais en éliminant la distance qui s'était creusée entre eux. Tu es le catalyseur, pas de la solution. Everly scruta son visage à la recherche de quelque chose, son expression passant progressivement d'une attitude défensive à une réceptivité prudente. D'accord, dit-elle finalement, ce simple mot portant le poids d'une décision importante. Mais il faut y aller doucement. J'ai besoin de voir des preuves que tu es sérieux dans ta volonté de changer de vie avant d'impliquer Birdie plus profondément. La limite était raisonnable, protégeant sa fille tout en laissant une marge de manœuvre. Lysander accepta, reconnaissant que ses conditions étaient en réalité plus généreuses qu'il ne le méritait compte tenu du risque qu'elle prenait. À quoi ressemblerait cette preuve pour toi? La question visait à obtenir des paramètres concrets, des objectifs spécifiques vers lesquels il pourrait tendre plutôt que de vagues promesses d'une éventuelle transformation. Une distance par rapport à tout élément dangereux présent dans ton entreprise familiale, répondit immédiatement Everly, qui avait manifestement déjà réfléchi à la question. Une communication transparente sur vos progrès et le temps nécessaire pour établir progressivement la confiance, plutôt que de se précipiter dans quelque chose que ni vous ni moi ne comprenons pleinement, dit-elle en jetant un coup d'œil à Birdie, qui restait fasciné par l'arbre illuminé. Une protection absolue de Birdie contre toute retombée de vos relations familiales. Je peux le faire, dit Lysander, s'engageant à respecter des conditions qui allaient fondamentalement modifier le cours de sa vie. Je le ferai. Ce serment lui semblait à la fois terrifiant et libérateur, car il reconnaissait que ce qu'il avait à gagner l'emportait sur ce qu'il allait sacrifier. Le léger sourire d'Everly suggérait qu'elle reconnaissait l'ampleur de ce qu'il promettait. Birdie se détourna enfin de l'arbre, le visage rayonnant d'un bonheur qui n'avait rien à voir avec les lumières reflétées. « C'est la meilleure soirée de ma vie », annonça-t-elle en se plaçant entre les 2 adultes et en leur prenant chacun la main. « On peut revenir voir l'arbre avant la fin de Noël ?» La demande s'adressait à eux deux de manière égale, les considérant comme une entité plutôt que comme des individus distincts. Lysander regarda Everly par-dessus la tête de Birdie, cherchant sa permission avant de s'engager dans des projets futurs. Everly soutint son regard pendant un long moment, puis acquiesça légèrement. « On peut faire ça, dit-il à Birdie, avant d'ajouter à l'intention d'Everly, si ça te convient. »
La différence avec son autorité en tant que maire de Bird était délibérée, reconnaissant que ses ressources ne prévalaient pas sur ses décisions parentales. Janvier arriva avec un froid glacial qui transforma la ville en une épreuve d'endurance. Le vent transperçait même les manteaux les plus chers avec une cruauté démocratique. Lysander se tenait devant l'entrepôt reconverti de Sterling Street pour la troisième fois en quelques minutes, son chauffeur attendant dans la Mercedes à un demi-pâté de maison, conformément à ses instructions. Le bâtiment semblait pire à la lumière du jour qu'il ne l'était la veille de Noël. Des compromis structurels étaient visibles dans la maçonnerie fissurée et les fenêtres scellées avec du plastique contre les courants d'air que la direction refusait de réparer. Everly l'avait invité à dîner après qu'il eut mentionné vouloir voir où il vivait. Son invitation reflétait à la fois sa fierté et son anxiété visible à l'idée de lui exposer leur situation. Il avait accepté immédiatement, reconnaissant dans cette invitation un test pour voir s'il pouvait accepter la réalité de son monde sans jugement, ni compassion feinte, qui les aurait tous deux insultés. L'interphone était cassé, il envoya donc un SMS pour signaler son arrivée, et attendit, regardant son souffle former des nuages dans l'air qui sentaient les gaz d'échappement et les rêves différés. Birdie apparut à l'entrée de l'immeuble, vêtu d'un pull rose pâle et le visage rayonnant d'excitation, ayant apparemment guetté son arrivée depuis la fenêtre du troisième étage. Elle lui prit de la main sans hésiter et l'entraîna vers un escalier qui grinçait de façon inquiétante sous leur poids combiné. « On a fait des spaghettis », annonça-t-elle, son enthousiasme intact malgré la peinture écaillée et les lumières vacillantes du couloir. « Maman dit que ce n'est rien d'extraordinaire, mais j'ai aidé à préparer la sauce, donc ça va être vraiment bon. » L'appartement était plus petit que la salle de bain principale de Lysander, un fait qu'il enregistra sans laisser transparaître la moindre réaction sur son visage, car Everly l'observait avec une vigilance défensive qui venait d'années passées à être jugée pour des circonstances indépendantes de sa volonté. L'espace était impeccablement propre malgré son âge. Les meubles étaient disposés de manière à optimiser la superficie limitée. Des touches personnelles révélaient le talent d'Everly pour créer une atmosphère chaleureuse avec des moyens minimaux. Les œuvres d'art de Birdie couvraient un mur dans une galerie qui mettait en valeur sa sensibilité artistique naissante. Chaque pièce était soigneusement encadrée avec le même soin que des cadres coûteux auraient reçu. « Ce n'est pas grand-chose », dit Everly, tentant d'anticiper les critiques tout en le mettant au défi d'en formuler. Elle se tenait près de la petite cuisine, les bras croisés dans une posture protectrice inconsciente. Mais c'est le nôtre, et c'est sûr, et Birdie a tout ce dont elle a réellement besoin. L'accent mis sur « réellement » avait son importance, faisant la distinction entre les besoins réels et les luxes que son monde considérait comme acquis. « C'est un foyer », répondit Lysander, choisissant ses mots avec la précision que ce moment exigeait. « Ce qui est plus que je ne peux en dire de mon penthouse. » Il s'approcha du mur où étaient accrochées les œuvres de Birdie, étudiant chacune d'elles avec une attention sincère. Elles sont remarquables. Elle a un vrai talent, pas seulement un enthousiasme enfantin, mais une réelle compréhension de la composition. Son observation était professionnelle plutôt que condescendante, reconnaissant un talent qui méritait d'être salué. Le dîner fut chaotique d'une manière que l'existence soigneusement contrôlée de Landers ne permettait jamais. Birdie commentait sans cesse sa journée à l'école, tandis qu'Everly orchestrait la petite cuisine avec une efficacité acquise par l'expérience. Les spaghettis étaient simples, mais bien préparés. La sauce révélait la contribution de Bird grâce à un assaisonnement légèrement inégal qui, d'une certaine manière, la rendait plus authentique que parfaite. Ils mangèrent à une table qui nécessitait un positionnement minutieux pour accueillir 3 chaises, leurs genoux se cognant parfois dans cet espace exigu. « Mademoiselle Patterson veut vous rencontrer », annonça Birdie entre 2 bouchées, ayant apparemment attendu le bon moment pour révéler cette information. « Je lui ai dit que vous m'enseignez le commerce et l'importation. » Et elle a répondu, « Tout adulte qui prend le temps d'éduquer les enfants sur les possibilités de carrière mérite d'être reconnu. » Elle a prononcé ces mots avec la diction précise de quelqu'un qui cite mot pour mot son professeur, visiblement fier de se souvenir de la formulation exacte. La fourchette d'Everly s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche, surprise que sa fille ait parlé de Lysander à l'école à son insu. « Birdie, nous avons convenu de garder certaines choses privées », a-t-elle commencé, même si son ton suggérait qu'il s'agissait d'une bataille familière qu'elle était en train de perdre. «
Monsieur Santoro ne voudra peut-être pas rencontrer votre enseignante. La porte de sortie qu'elle lui offrait était claire, un moyen facile de refuser sans décevoir Birdie directement. Je serais honoré de rencontrer Mademoiselle Patterson, a déclaré Lysander, observant Everly hausser les sourcils devant son acceptation immédiate. Si cela correspond à la politique de l'école et à votre niveau de confort. Il adressa cette dernière partie à Everly, reconnaissant son autorité sur la vie de Bird, même s'il se proposait de s'impliquer davantage. En vérité, rencontrer le professeur de Bird lui semblait être exactement le genre d'activité parentale normale qui manquait à sa vie, même s'il n'avait aucun rôle officiel qui justifiait cette désignation. La visite à l'école de Bird eut lieu le mardi suivant. Lysander arriva vêtu de vêtements soigneusement choisis pour paraître prospère, mais sans ostentation. Consciente que les parkings des écoles primaires n'étaient pas habitués aux berlines Mercedes et aux costumes italiens sur mesure, Mademoiselle Patterson était plus jeune qu'il ne l'avait imaginé, peut-être 30 ans, avec une chaleur pratique qui suggérait une véritable vocation plutôt qu'un choix de carrière par défaut. Elle lui serra la main avec fermeté et le regarda d'un œil critique, évaluant immédiatement l'influence qu'il pourrait avoir sur la vie de Birdie. « Birdie parle de vous en très bons termes, » dit Mademoiselle Patterson. Cette déclaration avait plusieurs significations, notamment celle de montrer à quel point sa présence était intégrée dans le quotidien de ses élèves. Elle est beaucoup plus heureuse depuis un mois, plus confiante dans les discussions en classe, plus disposée à partager ses idées. Cette observation était à la fois un compliment et une question, cherchant à comprendre ce qui avait changé dans la vie familiale de Bird pour produire ce changement positif. Lysander s'est retrouvé à expliquer la décoration de l'arbre et les visites qui ont suivi sans vraiment définir la relation qu'il était en train de construire avec Everly et Birdie. Les limites étaient encore trop floues pour revendiquer des titres qui pourraient ne pas être exacts. Mademoiselle Patterson écoutait avec l'attention particulière que les éducateurs développent pour lire entre les lignes ce que les parents ne disent pas. « Quoi que vous fassiez, ça marche », a-t-elle conclu avec un sourire sincère. Birdie avait besoin d'une influence masculine positive, de quelqu'un qui valide son intelligence et sa créativité. La conversation avec son oncle eut lieu la même semaine, une confrontation que Lysander avait évitée, mais qu'il ne pouvait plus repousser, car son retrait systématique des activités familiales était devenu impossible à ignorer. Ils se rencontrèrent dans le bureau de son oncle, un espace conçu pour intimider avec son bois sombre et ses photographies de 3 générations d'hommes Santoro, qui avaient bâti leur pouvoir grâce à des méthodes qui ne supportaient pas un examen minutieux. Son oncle était assis derrière un immense bureau, les doigts joints dans la pose classique de quelqu'un qui s'apprête à rendre un jugement. « Tu es en train de changer les choses, » dit son oncle, une affirmation qui ne nécessitait aucune confirmation, car il était évident qu'il surveillait les activités de Lysander, rompant les liens que ton grand-père avait mis 40 ans à établir, s'éloignant des arrangements qui avaient permis de maintenir la position de cette famille. L'accusation était claire, même si techniquement, il ne s'agissait que d'observation. Son ton indiquait que ce comportement constituait une trahison des obligations familiales. « Je me concentre sur les aspects légitimes de notre activité d'importation, » répondit Lysander, gardant un ton calme malgré la colère qui montait en lui, « les aspects qui ne nécessitent pas de relation avec des personnes dont je ne peux défendre les méthodes. » Il regarda son oncle droit dans les yeux, refusant de détourner le regard le premier. « Je construis quelque chose dont je peux être fier plutôt que quelque chose que je dois justifier par loyauté familiale. » L'expression de son oncle se durcit, prenant l'aspect d'un calcul froid qui avait toujours poussé le jeune Lysander à reconsidérer ses positions. Mais 15 ans et l'acceptation inconditionnelle d'une fillette de 6 ans avaient fondamentalement changé le rapport de force. « Il s'agit de cette femme et de sa fille, » dit son oncle, transformant cette affirmation en accusation. « Tu restructures toute ta vie pour des gens que tu connais depuis un mois, compromettant les intérêts de la famille au nom du sentiment. » Le mot « sentiment » fut prononcé comme un diagnostic de faiblesse nécessitant une intervention. « Je restructure ma vie parce que la version actuelle n'était pas viable. » Lysander corrigea, entendant l'écho de ce qu'il avait dit à Everly à Bryant Park. « Ils m'ont montré cela. Mais il ne s'agit pas pour eux de réparer quelque chose qui ne va pas chez moi. » Il se leva, reconnaissant que cette conversation avait atteint sa conclusion inévitable. « Il s'agit de moi qui choisis quel genre d'homme je veux être
indépendamment de ce que la famille exige. Le baiser eut lieu un vendredi soir, fin janvier. La neige tombait devant la fenêtre de l'appartement d'Everly, tandis que Birdie dormait dans la pièce voisine après une longue journée d'école. Ils étaient assis sur son canapé usé et discutaient de la confrontation de Lysander avec son oncle. Everly l'écoutait avec une attention telle qu'il se sentait vraiment entendu pour la première fois depuis des années. La conversation s'était transformée en un silence confortable, et lorsqu'il l'avait regardée, il avait découvert qu'elle le regardait déjà avec une expression mêlant espoir, hésitation et quelque chose qui pouvait être une invitation. Il s'était penché lentement vers elle, lui laissant le temps de se retirer si ce n'était pas ce qu'elle voulait. Mais elle l'avait rejoint à mi-chemin, avec le genre de choix délibéré qui rendait ce moment important plutôt qu'impulsif. Le baiser fut doux et bref, aucun d'eux n'étant prêt pour la passion, mais tous deux reconnaissant qu'un changement fondamental s'était opéré entre eux. Lorsqu'ils se séparèrent, les yeux d'Everly brillaient de larmes contenues, qu'elle essuya rapidement en clignant des paupières, son sourire transformant tout son visage en quelque chose de radieux. 3 mois ont transformé la connexion provisoire forgée à Bryant Park en quelque chose de plus profond. Bien que le chemin n'ait pas été facile ni certain, Lysander a passé janvier et février à se détacher systématiquement des aspects les plus discutables des activités de sa famille, un processus qui a créé des tensions avec ses proches, qui considéraient son retrait comme une trahison plutôt que comme une évolution. Marcus a été d'une aide précieuse pendant cette transition, l'aidant à identifier les relations commerciales qui pouvaient être maintenues et celles qui devaient être complètement rompues. L'activité d'importation légitime s'est avérée plus que viable une fois séparée des obligations qui avaient toujours mis Lysander mal à l'aise, suggérant que le pouvoir de sa famille reposait davantage sur le contrôle et la réputation que sur une nécessité économique réelle. Il avait établi de nouvelles relations avec des fournisseurs sur la base de contrats transparents, plutôt que de liens hérités assortis d'attentes tacites. Ce travail était satisfaisant d'une manière que son ancien rôle n'avait jamais été fondé sur le mérite plutôt que sur la peur. Everly et Birdie étaient devenus des constantes dans sa vie grâce à des mesures soigneusement étudiées qui respectaient les limites fixées par Everly. Le mardi soir était devenu un moment réservé à leur relation. Au début, il s'agissait simplement de dîner dans des restaurants familiaux où Birdie pouvait être elle-même, sans les formalités requises dans ses lieux de prédilection habituels. Ces dîners ont évolué vers des séances de cuisine ensemble, dans son penthouse, Birdie lui apprenant ses recettes préférées, tandis qu'Everly supervisait la scène en commentant avec amusement son manque total de compétences culinaires de base. La transformation s'étendit au-delà de ses relations professionnelles pour toucher toute son approche de la vie. Comme si la présence de Bird lui avait donné la permission de redécouvrir des parties de lui-même qu'il avait enfouies avec Elena 15 ans plus tôt. Il se surprenait à rire de blagues ridicules, à se livrer à des activités complètement irréalistes, comme construire des forts avec des couvertures, et à éprouver des émotions qu'il s'était convaincu d'être des faiblesses plutôt que des composantes essentielles de l'humanité. Everly observait cette évolution avec des expressions oscillant entre l'espoir et la prudence. La réaction de sa famille avait été, comme on pouvait s'y attendre, négative, allant de la froide désapprobation de sa mère aux accusations plus directes de son oncle, qui lui reprochait de compromettre les intérêts de la famille au profit d'attaches sentimentales. Leander avait surmonté ces confrontations grâce au soutien de Marcus, établissant des limites claires entre les aspects de sa vie qui relevaient des affaires familiales et ceux qui relevaient exclusivement de sa propre responsabilité. Le processus avait été douloureux, mais nécessaire, rompant des liens qui étaient devenus des chaînes plutôt que des liens. Le mois de mars arriva avec une chaleur inattendue qui fit fondre les derniers vestiges de la neige hivernale, créant des conditions parfaites pour les activités de plein air que Birdie attendait avec impatience depuis février. Lysander avait organisé un après-midi privé dans un jardin botanique, sachant que l'amour de Bird pour la composition et les couleurs trouverait une satisfaction infinie parmi les fleurs printanières qui commençaient tout juste à s'épanouir. Tous trois se promenèrent sur des sentiers soigneusement entretenus. Birdie commentait en continu les espèces végétales qu'elle reconnaissait grâce à ses cours à l'école. « Maman dit que tu vas lui demander quelque chose d'important aujourd'hui. » Birdie l'annonça avec la désinvolture dévastatrice des enfants qui n'ont pas encore appris que certaines informations doivent rester privées.
Elle sautilla sur le chemin, apparemment inconsciente d'avoir détruit l'effet de surprise que Lysander avait prévu. Le visage d'Everly devint rouge vif, son expression mortifiée par le fait que sa fille ait révélé des conversations qui devaient rester entre mère et enfant. Lysander rit, d'un rire sincère plutôt que poli, amusé par la tâche impossible de conserver sa dignité d'adulte face à quelqu'un d'aussi direct et rafraîchissant que Birdie. Elle t'a dit ce que j'allais te demander, demanda-t-il, curieux de savoir ce qu'Everly avait réellement partagé et ce que Birdie avait déduit des bribes de conversation qu'elle avait entendues. Elle répondit, tu pourrais demander si nous voulons être une vraie famille plutôt que de simples amis qui se voient le mardi. Birdie répondit en se retournant pour pouvoir regarder les visages des deux adultes. Je lui ai dit que c'était une question idiote, car il était évident que nous devrions être une vraie famille. Sa certitude sur le sujet était absolue, comme si le résultat était si évident que les questions formelles n'étaient qu'une simple formalité. Everly se couvrit le visage des deux mains, souhaitant clairement pouvoir disparaître plutôt que d'affronter cette conversation qui était censée se dérouler de manière beaucoup plus romantique et avec beaucoup moins de commentaires d'une enfant de 6 ans. Je ne l'ai pas formulé exactement comme ça, dit-elle à travers ses doigts, la voix étouffée par l'embarras. Et je t'ai dit que cette conversation était privée, Birdie. Mais c'est une bonne chose, protesta Birdie, ne comprenant pas pourquoi la confidentialité était importante alors que le sujet était clairement positif. Pourquoi ne dirions-nous pas à Lander que nous voulons qu'il soit officiellement mon père? Elle dit cela avec le ton neutre de quelqu'un qui énonce des vérités évidentes, ne voyant apparemment aucune raison pour que des adultes compliquent des désirs simples. Le mot papa frappa Lysander avec une force inattendue, un titre qu'il n'avait jamais imaginé s'appliquer à lui-même et qu'il n'avait certainement pas prévu que Birdie revendique pour lui. Il regarda Everly, qui jetait un coup d'œil à travers ses doigts, avec une expression mêlant mortification et espoir timide, se demandant clairement comment il allait gérer cette révélation précipitée de leur discussion privée. « C'est ce que tu veux ?» demanda-t-il à Everly, ayant besoin de l'entendre directement de sa bouche. Everly baissa les mains, pris d'une profonde inspiration avant de le regarder dans les yeux. « Oui, répondit-elle simplement, abandonnant le discours prudent qu'elle avait probablement préparé. Je veux que nous formions une famille. Je veux que Birdie ait la figure paternelle qu'elle mérite. Et je veux que ce qui se développe entre nous ait la possibilité de devenir quelque chose de permanent. » Cette confession vint sans les barrières protectrices qu'elle maintenait habituellement. Une honnêteté brute qui la laissait complètement exposée. Lysander avait acheté une bague 3 semaines plus tôt, un bijou simple mais magnifique qui représentait un engagement sans l'ostentation à laquelle sa famille se serait attendue. Il l'avait gardé sur lui pendant des jours, attendant le moment parfait que Birdie venait de détruire complètement avec son approche directe caractéristique. Il sortit la petite boîte de sa poche, observant les yeux d'Everly s'écarquiller de surprise malgré la révélation gâchée par sa fille. « J'allais faire un discours, » dit-il en ouvrant la boîte pour révéler la bague. « Quelque chose sur la façon dont vous avez toutes les deux transformé ma compréhension de ce que la vie pouvait être. Comment Birdie m'a rappelé que j'étais encore capable de joie. Comment tomber amoureux de toi a été la chose la plus terrifiante et la plus nécessaire que j'ai jamais faite. » Il sourit à Birdie, qui observait la scène avec une excitation à peine contenue. « Mais apparemment, nous passons les formalités. »« Tu aimes ma mère ?» demanda Birdie. La question avait du poids malgré son jeune âge, car elle comprenait que ce mot représentait quelque chose d'important, comme l'aimer vraiment, et pas seulement l'apprécier. Elle s'approcha, l'air sérieux, suggérant que cette réponse était plus importante que toute autre chose. « Je l'aime vraiment », confirma Lysander, le disant à voix haute pour la première fois, alors qu'il le savait depuis des semaines. « Et je t'aime aussi, si ça ne te dérange pas. » Cet ajout lui semblait nécessaire, car ses sentiments pour Birdie étaient différents, mais tout aussi importants que ceux qu'il éprouvait pour Everly. « Je sais que je ne suis pas ton père biologique, mais j'aimerais être ton papa, si tu me le permets. » Birdie se jeta sur lui avec l'étreinte qui était devenue sa façon caractéristique de saluer, enroulant ses bras et ses jambes autour de lui dans une étreinte de koala qui faillit le faire tomber à la renverse. « Évidemment, oui, » dit-elle dans son épaule, la voix étouffée par son manteau. « Ça fait déjà 1 mois que je te traite de papa devant mes amis à l'école. » Cette révélation fut faite avec autant de désinvolture que toutes ses autres bombes, comme si tout le monde était déjà au courant de ce qu'elle venait de dévoiler.
Xander regarda Everly par-dessus l'épaule de Birdie, un bras enroulé autour de l'enfant, tandis que son autre main tenait toujours la boîte contenant la bague. Everly pleurait ouvertement à présent, les larmes coulant sur son visage tandis qu'elle regardait sa fille revendiquer le père qui lui avait manqué. « C'est oui? » demanda-t-il, ayant besoin d'une confirmation explicite, même si la réponse était évidente d'après son expression. Everly franchit la petite distance qui les séparait, créant un trio en enlaçant Lysander et Birdie. « Oui, dit-elle contre son cou, son souffle chaud sur sa peau. Oui à tout cela, à être une famille, à tout ce qui viendra ensuite, à construire quelque chose de réel ensemble. » Elle s'écarta suffisamment pour le regarder directement. « Je t'aime aussi, probablement depuis que tu as laissé une enfant de 6 ans te faire la leçon sur la composition des sapins de Noël. » Lander réussit à sortir la bague de son écrin. Malgré la poigne de Bird, il la glissa au doigt d'Everly avec une coordination qui n'aurait vraiment pas dû être possible vu les circonstances, mais la bague s'ajusta parfaitement, captant la lumière de l'après-midi et projetant de petits arcs-en-ciel sur eux trois. Birdie finit par relâcher son étreinte suffisamment pour saisir leurs deux mains, étudiant la bague avec l'attention concentrée qu'elle accordait à tout ce qui l'intéressait. « Quand est-ce qu'on le dit aux autres? » demanda Birdie, planifiant déjà les annonces avant même que les adultes aient pleinement pris conscience de ce à quoi ils venaient de s'engager. « Je peux le dire à Mlle Patterson demain? Elle me demande pourquoi je suis si heureuse ces derniers temps. » La question supposait un calendrier dont aucun d'eux n'avait réellement discuté, mais cela semblait approprié étant donné que leur relation s'était développée de manière organique plutôt que grâce à une planification minutieuse. « Tu peux le dire à qui tu veux, » dit Everly, la voix encore rauque à cause des pleurs, mais remplie d'une joie qui transformait toute sa présence. « C'est réel, c'est en train de se produire, et nous n'avons pas à le cacher ou à le justifier. » Elle regarda Lysander, cherchant à confirmer qu'il était d'accord avec cette approche. « À moins que tu n'aies besoin de temps pour gérer les réactions de ta famille, ils réagiront comme ils réagiront, » répondit Lysander, se rendant compte qu'il ne se souciait plus autant qu'avant de l'approbation de sa famille. « Toi et Birdie êtes ma famille maintenant. Tout le reste est secondaire. » Cette déclaration lui semblait être la rupture définitive avec les obligations qu'il avait définies pendant 15 ans, choisissant les personnes qui avaient vu son potentiel de transformation plutôt que celles qui avaient profité de son isolement contrôlé. Tous trois restèrent enlacés pendant un long moment, formant une unité qui semblait à la fois nouvelle et inévitable, comme si cela avait toujours été leur destin, même si aucun d'entre eux ne l'avait prévu. Il y a un an, Lander se tenait seul devant la boutique Winterbell, étudiant les décorations de Noël avec le détachement de quelqu'un qui catalogue un stock coûteux. Aujourd'hui, il était fiancé à une femme qu'il avait rencontrée par hasard et s'apprêtait à devenir le père d'un enfant remarquable qui avait vu au-delà de ses défenses pour découvrir la personne solitaire qui se cachait derrière. « Nous devrions fêter ça, » annonça Birdie. Busham décidant apparemment qu'ils avaient passé suffisamment de temps sur les moments émotionnels et qu'il était maintenant temps d'agir. Avec un gâteau ou quelque chose d'aussi bon. Elle tira sur les mains des deux adultes pour les entraîner vers la sortie du jardin. Mlle Patterson dit que tous les moments importants méritent un gâteau. Everly rit. Le son était clair et spontané, ce qui, Lysander l'avait appris, signifiait qu'elle était sincèrement heureuse plutôt que de feindre le bonheur pour répondre aux exigences sociales. « Mlle Patterson est clairement une femme sage, » acquiesça-t-elle, laissant Birdie les guider le long du chemin. « Quel genre de gâteau devrions-nous acheter pour célébrer notre nouvelle famille? » Elle posa la question à Birdie, mais regarda Lysander, l'incluant dans la décision, car c'est ce que font les familles. « Du chocolat, » répondit immédiatement Birdie, sa préférence étant apparemment établie de longue date, avec un glaçage à la vanille, car le glaçage au chocolat, c'est trop de chocolat d'un coup. Elle a donné son avis avec l'autorité de quelqu'un qui a longuement réfléchi à la philosophie des desserts, et nous devrions l'acheter chez Bellamsey, car ils font les meilleurs gâteaux de toute la ville. Lysander n'avait aucune idée de l'endroit où se trouvait Bellamsey, ni si leur gâteau justifiait la confiance absolue de Bird, mais il se surprit à avoir vraiment hâte de le découvrir. Il y a 6 mois, le choix de la boulangerie n'aurait pas eu d'importance, car la célébration elle-même lui aurait semblé étrangère et inconfortable. À présent, il planifiait l'achat du gâteau avec le même sérieux qu'il avait autrefois appliqué aux négociations commerciales,
car rendre Birdie heureuse était devenu aussi important que n'importe quelle affaire qu'il avait conclue. Ils se dirigèrent vers la sortie du jardin en groupe, Birdie entre sa mère et son futur père, discutant déjà pour savoir s'ils devaient aussi acheter des glaces, car un gâteau seul ne suffirait peut-être pas pour célébrer un jour aussi important. Xander croisa le regard d'Everly par-dessus la tête de leur fille et la vit lui sourire avec une expression mêlant amour, amusement et profonde satisfaction. C'était désormais sa vie, et elle était si différente de tout ce qu'il avait imaginé qu'il reconnaissait à peine la personne qu'il était avant la veille de Noël. La sortie du jardin botanique donnait sur une rue animée par la circulation de l'après-midi et les gens vacants à leurs occupations quotidiennes. Mais Lysander ne remarqua guère l'activité qui l'entourait, car toute son attention était concentrée sur les deux personnes dont il tenait les mains. La famille avait toujours été synonyme d'obligation et de contrôle, d'héritage et d'attente qui façonnaient chaque choix. Désormais, elle représentait une femme qui le poussait à s'améliorer et un enfant qui lui rappelait que la joie était possible même après des années de fermeture émotionnelle délibérée. Merci à tous d'avoir suivi cette histoire. Si vous l'avez appréciée, écrivez dans les commentaires d'où vous la regardez. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager la vidéo. Votre soutien est essentiel et m'aide à continuer à vous proposer des histoires qui touchent le cœur. Dites-moi quel moment vous a le plus marqué. Était-ce la première rencontre devant Winterbells, l'après-midi passé à décorer le sapin, ou peut-être la demande en mariage dans le jardin? J'adore connaître votre avis.